Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. On adore vous en parler au micro. Oh, micro. Voilà, C'était la blague Covid. une blague podcasto Covid. Podcast Covid. Ça va normalement bien vieillir. Oui. Enfin, on espère. Toi qui nous écoutes en l'an 2059, Voilà. Omicron, c'était la 5e vague. c'est ça. Tu en es à la 243e. Enfin, la moitié de la 5e vague. Oui, on n'est pas trop sûr. C'est compliqué les vagues, hein, quand même. Oui, c'est ça. Une fois que ce sera fini, on fera un épisode. C'est ça. Mais on va parler de sujets moins compliqués du coup. Oui, ouais, voilà. Sûrement. Mais de quoi, d'ailleurs? Et ben on va parler de Fed. On va parler de Fed Royal et on va parler de l'homme le plus connu de Transylvanie. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est toi qui commence donc? C'est moi qui commence. Alors, je vais commencer par remercier un peu le podcast Passion médiéviste parce que c'est de là que m'est venue l'inspiration au détour d'une phrase d'un épisode de 2019 de leur Super Joute Royale. Je vous recommande d'aller écouter. Donc, le podcast de Fanny Cohen-Moreau. J'ai entendu le mot c'est là que commence la fête royale. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et, bref, je donnerai la définition un peu plus tard. Ah bon, d'accord. Parce qu'on va prendre un petit peu de contexte. Je voulais aussi, au départ, pas forcément parler d'histoire de France, parce qu'on vient de parler de Louis XI, et que je me suis dit, on va virer peut-être un peu trop Stéphane Bern, un peu trop nostalgico-royaliste. Heureusement, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on va raconter aujourd'hui, il se pourrait qu'on rétablisse un peu l'équilibre. Avec Stéphane Bern? Avec Louis XI, où on a dit, finalement, c'est un roi qui est plutôt pas mal. Donc on va parler de roi plutôt pas mal. Ça va être un peu compliqué. Prenez des notes, puisque je vais vous parler de la fête royale, ou des fêtes royales, parce qu'on va en évoquer plusieurs. Ok, on sait toujours pas ce que c'est qu'une fête. Non. Moi, je sais comment ça s'écrit parce que tu me l'as envoyé pour me dire fais pas ça. F-A-I-D-E, voilà. Mais vous allez vous spoiler si vous regardez maintenant. Donc, on va commencer par un peu parler des us et coutumes du moment. Et en l'occurrence, quand je dis du moment, je parle des us et coutumes des Francs. Et plus particulièrement des rois francs. Donc le moment, c'est avant l'an 1000, quoi. Ouais, c'est plutôt même 7e siècle. Oui. 6e siècle, même pour être précis. On va être au 6e, entre le 6e et le 7e siècle. On va commencer au 6e, on va finir au 7e. Et les rois francs, ils ont une volonté assez égalitaire, une volonté de ne léser personne. Et donc, quand un monarque meurt, on applique ce qu'on appelle la loi salique, qui est surtout un code légal. À la base, la loi salique, c'est un code légal qui permet de régler les différents conflits, qui est en fait une façon de mettre un peu la justice entre les mains des individus. On a un code et puis il n'y a pas de juge. On applique en soi la loi salique. Et dans ce code, qui sera assez vite oublié sous les Capétiens, mais qui redeviendra important un peu plus tard, au moment de la guerre de 100 ans. Ouais, on en avait parlé en avait parlé. Et ben, dans cette loi salique, à l'époque, on refuse la primogéniture. C'est-à-dire que, quand un roi meurt, on partage son royaume entre ses fils. Ah, toujours, on l'a vu aussi, ça, qu'en Espagne, par exemple, ça a bien marché. Voilà, ça marche, on en a parlé, effectivement, quand on parlait du Cid, ça marche très bien, c'est-à-dire qu'à la mort de Clovis, donc 511, on va couper, alors c'est même un tout petit peu plus compliqué, parce que Clovis, il a 4 fils, mais on va commencer par couper son royaume en 2. Ok. Une moitié pour chacune de ses épouses. Ah, parce qu'il était bigame, Clovis? Oui. Ils sont tous un peu polygames. L'aspect polygamie, on verra. C'est pas encore tout à fait réglé. Ouais, donc il s'est converti au christianisme, mais enfin bon... Ouais, mais je sais pas trop si le christianisme à l'époque, la polygamie, ça posait vraiment problème. En tout cas, la polygamie pour les rois. Ouais, c'est vrai que les rois ont un christianisme un peu à eux, quand même. Donc, on va partager le royaume de Clovis en 2. Ça va avantager le roi Thierry Ier. Thierry Ier, voilà. Alors, Thierry Ier, c'est un peu sa francisation. C'est un roi franc. Non, mais en vrai, son vrai nom, je crois, c'est Théodoric Ier. C'est un peu plus cool. Ça fait plus 6e siècle tout de suite. Que Thierry Ier? Ouais, Thierry Ier, bon. Ça fait un peu le roi de la compta, quoi. Bon, Thierry Ier, c'est le fils d'Évoschild. Donc, qui est une des femmes de Clovis. C'est une des femmes de Clovis, c'est une reine franque.
Ouais, faut le savoir quand même qu'Evochild, c'est un prénom féminin. Ouais, Oui. Tout de suite, comme ça. Et donc lui, il reçoit le royaume de Reims. Ok. Donc le royaume de Reims, c'est globalement la Champagne, le Grand Est et une bonne grosse partie de l'Allemagne. D'accord. Il possède aussi un petit bout dans le Massif central, jusqu'à Rodez et Albi. Ah oui, ça va quand même. Oui, pas mal. un peu loin. Et l'autre partie du royaume, donc, va revenir à Clotilde, la seconde épouse de Clovis, et ses enfants. Sauf qu'elle, elle en a 3. Du coup, ils sont un peu lésés Mais par oui, rapport bien sûr. à l'autre. Donc, dans ces 3 enfants, on va avoir le royaume d'Orléans, qui comprend globalement Bourges, Poitiers, la Charente, Ok. qui va revenir à Clodomir, Le fameux. le fameux. Childebert, lui, devient roi de Paris. Et roi de Paris, c'est globalement Paris, la Normandie, la Bretagne. Enfin, les Paris et ses villégiatures. Et le dernier, c'est Clotaire, qui va prendre le royaume de Soissons. Donc c'est la Picardie, le nord de la Belgique, mais aussi un petit bout en Aquitaine. D'accord, donc en plus, il leur donne des royaumes qui sont pas contigus, quoi. Bah, en fait, il y a tout le problème de l'Aquitaine, c'est que l'Aquitaine est venue un peu après, et donc ils ont tous des petits bouts d'Aquitaine, qui permet de se dire bon, on a les royaumes historiques qu'on distribue, et puis après, bon bah il y a un truc en plus. On vous file un peu de Bordeaux. Voilà, on vous le répartit. Écoute, ça se passe très bien, les frères s'entendent très bien, ils vont vivre dans la concorde en se soutenant mutuellement, et c'est ce qui va donner le morcellement administratif de la France qu'on connaît aujourd'hui, qui a toujours été réparti en 4 grandes puissances. Hein. C'est ça. Bon, évidemment, non. Hein. Oui. Alors, au début, ça se passe assez bien entre les frérots, parce que ce qui est avantageux, c'est qu'ils ont un ennemi commun, qui sont les Burgondes. Les Burgondes. Les Burgondes, qui, comme leur nom l'indique, sont aussi un peuple germanique qui tient la Bourgogne. Oui, remarque, Burgonde, Bourgogne, oui, ouais. Voilà. Eux, ils ont arrêté les histoires de partage. Hein, puisqu'ils ont fait les choses simples pour être sûr, le roi de l'époque, le roi Gondebaud, Gondebaud. D'accord. a couronné son fils Sigismond de son vivant. Oui, le fait est que... Ça marche. C'est pas mal. Il en avait plusieurs, des fils? Je crois qu'il n'en avait qu'un. Ah, ça aide aussi, ça. Voilà. Problème, c'est que Sigismond, bon, il est donc ennemi des Francs. Enfin, ennemi... Non, c'est le royaume d'à côté, quoi. Mhm. Et en 522, bah, ce nouveau roi, il est, à ce moment-là, en pénitence dans un monastère. Ouais, Ok. parce qu'il a fait étrangler son fils, parce que sa femme lui a dit, il veut te prendre ta place, donc lui s'est dit, bon, allez, je le fais étrangler, mais bon, c'est quand même mon fils. C'était ma bataille. J'ai quand même quelques remords. Donc, je vais faire pénitence. Et là, les fils de Clotilde se disent, c'est peut-être le moment d'en profiter. Et Clotilde, là-dedans, elle n'est pas complètement étrangère à cette histoire. Parce que il faut savoir que Clotilde, c'est la fille de Chilpéric. Chilpéric. Oui, le frère de Gondebaud. Ah, donc le frère du roi d'avant. Le frère du roi d'avant. Le roi des Burgondes, donc Gondebaud, au moment où il est devenu roi, bah, il a fait ce qu'ont fait les rois, donc il a fait décapiter Chilpéric. Son frangin. Voilà, son frangin. Il a jeté la mère de Clotilde dans un puits avec une corde au cou. Une corde et une pierre au cou, genre. Hop. Et il a tué ses 2 frères, à Clotilde. Ok, ouais, donc oui, il a bien réglé le problème de la primogéniture. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait, pour être sûr. Et donc, Clotilde, là, un petit peu mauvaise, Mais on peut comprendre. et elle déclenche ce qu'on appelle une fède. Ah, Donc, la fède, c'est un mot d'origine germanique, mais dont tu connais peut-être le pendant anglais. Feud. ah, ouais. Exact. Donc, c'est en gros une sorte de vendetta. Oui, c'est ce que j'allais te dire, moi, surtout, c'est que ça ressemble un peu à une vendetta, quoi. C'est une vengeance légale. Ah, c'est légal, ok. Bah, c'est dans la loi salique. C'est dans la loi salique, si tu tues ta mère, Voilà. enfin, si tu noies ta mère dans un puits et que tu... Donc, assez vite, les 3 frères vont aller... Parce que finalement, Thierry Ier, il en a un peu rien à foutre. Ouais, lui, il est l'Allemagne, donc en même temps, il a la plus grosse part du gâteau, donc... Ouais, voilà. Et puis, lui, sa mère, c'est Evochild, Oui. qui a été évincé par Clotilde. Autant dire que... Bon, Ouais. les histoires de cœur de Clotilde, il s'en fout. Mais les 3 fils vont assez vite capturer Sigismond. Ils vont le décapiter, hein, bien sûr. Ils vont jeter son corps et toute sa famille dans un puits, comme ça, match nul. C'est bien pour les sources. Et ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que les Burgondes vont ne pas se laisser faire. Ils vont contre-attaquer. Et notamment, dans la révolte, ils vont réussir à tuer Clodomir, donc Mhm. un des 4 fils de Clovis. Clodomir, le roi d'Orléans.
Ok. Donc la tradition veut que le royaume de Clodomir soit partagé entre les 3 fils de Clodomir. Ah, ouais, putain, ils se reproduisent vite en plus, les mecs, là. Ben ouais, mais le problème, c'est que Childebert et Clotaire, ces 2 frères, se disent « Oh, ce serait dommage quand même !» Oui, puis si on commence à trop diviser, à bout d'un moment... Ouais, voilà. Et puis bon, c'est 3 gamins quand même. Donc, la première idée qu'ils ont, c'est de se dire, bon, on va pas transformer en dé avec les 3 gamins. Ce qu'on va faire, on va les tonsurer et les envoyer au monastère. Ils auraient pu les jeter dans un puits, c'est déjà mieux. Parce qu'en fait, chez les Francs, la coupe des cheveux, c'est un rite de passage à l'âge adulte. Ok. Sauf pour les rois. Ah, ils se coupent jamais les cheveux? Les Francs, chez les Mérovingiens en tout cas, on a la tradition de ce qu'on appelle les rois chevelus. En fait, c'est les seuls à avoir les cheveux longs dans tout le royaume, enfin parmi les adultes. Ah, genre, c'est Samson, quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un roi un peu plus tard qui s'appellera Samson. Enfin, un des fils qui s'appellera Samson pour cette histoire-là. Et donc, on se dit, voilà, tu leur coupes les cheveux. Ah, ils peuvent plus être 3. Ils peuvent plus être 3. Et d'ailleurs, typiquement, Clodomir, c'est comme ça qu'il a été tué. Avec ses cheveux? En fait, parce ils l'ont que... pendu avec ses cheveux. Non, mais quand il a été capturé, les gens se sont dit, ah, c'est un noble, mais à la base, enfin, tu vois, il n'y a pas Internet, donc... Ils ont pas reconnu son... Ils ont pas forcément reconnu sa photo de profil. Mais, sauf que, un guerrier franc, dans une très belle armure, avec les cheveux longs, c'est un roi. Donc on le bute. Donc on le tue. Dans le doute, on le fout dans le puits. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de les faire tonsurer. Le petit problème dans ce plan, c'est que les cheveux, ça repousse. Oui, le fait est. Et donc, tu t'exposes quand même à ce qu'à un moment, les enfants reviennent et disent « Eh, mais ce royaume, c'est à nous !» Bref, les deux, ils se disent peut-être qu'on pourrait couper un peu plus bas. Donc, parce que moi, j'ai un puits, là. Il y a encore personne dedans. Donc, ils hésitent. Et en bon fils, quand ils hésitent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir maman. Bien sûr. Maman Clotilde. Donc, ils lui envoient, en fait, des serviteurs qui portent une paire de ciseaux et un glaive et disent maintenant, maman, c'est toi qui choisis. Et donc, Clotilde va choisir pour ses petits-fils, bien sûr, une mort digne des princes qu'ils sont, parce que ce serait vraiment trop déshonorant de leur couper les cheveux. De leur couper les cheveux. C'est une bonne mère, hein, Clotilde, quand même. Sur les 3, il y en a 2 qui vont mourir. Bon, ils ont vécu une belle vie, hein, ils ont quand même 7 et 10 ans. Ouais, ça va. Et un qui survivra, mais qui va devenir ermite, en fait, et qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Saint-Cloud. Ah, de la ville de Saint-Cloud? De la ville de Saint-Cloud. Ok, il est parti en ermitage à Saint-Cloud. Ouais, enfin, à l'époque, Saint-Cloud... Oui, je me doute qu'il y avait avoir moins de trucs, mais... Bref, ils sont plus que 3 fils. Oui, d'accord, ouais, de 2 mères différentes. De 2 mères, il y a Childebert, Clotaire et Thierry. Ce qui tombe bien, c'est qu'en 534, Thierry meurt. Ah, voilà. Et là, c'est son fils, Tibère. Tibère, T-H-I-B-E-R-T, hein, pas comme l'empereur romain, qui va prendre sa succession. Donc, il va aller avec ses oncles. Lui, il se dit, allez, je vais avec mes oncles me battre contre les Burgondes. Ok. Il va en profiter aussi un peu en traître pour se prendre la Provence. En même temps, c'est à l'autre bout. Ouais, l'histoire est un peu complexe. On le fera une autre fois, je pense. Parce que là, je pense qu'on s'éloigne un peu de nos histoires de Fed. Et puis surtout qu'à cette époque-là, la Provence, ça doit être les Visigoths qui l'ont, non? Ouais, c'est ça. Mais c'est une histoire de trêve entre les Visigoths et l'Empire byzantin. Lui, il en profite. Enfin bref, c'est compliqué. Le bon point, c'est que notre ami Tibère, qui notamment bat la monnaie. Ah, là, du coup, lui, on peut reconnaître son profil. Voilà. Mais normalement, c'est réservé à l'empereur de battre la monnaie. Ah, l'empereur, oui, mais du coup, l'empereur de Byzance. Ouais, ok. Et lui, il s'en fout. Le problème, c'est que 548, donc il aura vécu... il aura régné 14 ans, il meurt accidentellement à la chasse. Chasse au bison, je crois. Au bison. Oui. À Reims. Oui, non, mais... voilà. Et son fils est handicapé, voire impotent. Et je crois qu'il a une maladie neurodégénérative, un truc bien vénère, qui fait que il meurt assez vite. Clotaire va épouser la veuve de ce gamin impotent. Bon, il l'avait déjà fait aussi avec la veuve de Clodomir. Ouais, mais ça se fait. D'épouser la veuve de... Et hop, il va prendre son royaume. Pas bien. Notamment voilà. Clotaire, c'était le roi de... Clotaire, c'est le roi de Soissons. Ok, donc du nord. Ouais, donc en plus, il a un royaume contigu, quoi. C'est ça. Childebert, lui, il va mourir en 558. Et il a eu avec sa femme Ultrogoth
que 2 filles. Ultrogoth. Ultrogoth. Ou Ultrogotha, parfois, on voit les deux orthographes. Donc voilà, Clotaire, il a maintenant 60 ans et il a réunifié le royaume de papa. Attends, j'ai raté un truc. Du coup, comment il récupère le royaume de Paris et d'Orléans? Parce que Childebert, quand il meurt, il a que 2 filles. Ah oui. Ah oui, et du coup, c'est des femmes, elles peuvent pas... Voilà, bien sûr. donc il dit, Ultrogoth, t'en fais pas. Je vais te protéger et je prends le royaume. Il a rajouté du coup la Bourgogne, la Provence, le nord de l'Espagne. Tranquille, quoi. Tranquille. C'est un beau morceau, hein, parce qu'il a des bouts en Allemagne. Enfin, c'est un roi influent. Clotaire, il est bien assis sur son pouvoir et il va mourir en 561 en montrant qu'il a bien appris de l'histoire, puisqu'en 561, son royaume est partagé entre ses fils. C'est un truc de ouf quand même que les mecs, ils vont faire ça pendant 1500 ans. Le mec, il a passé sa vie à essayer de reconstituer le royaume de papa, et quand il meurt, eh ben on recommence. Alors, on recommence. Caribert reçoit le royaume de Paris avec Normandie et l'Aquitaine. Gontran, lui, va recevoir la Bourgondie. Donc la Bourgogne... Voilà, et une partie du royaume d'Orléans. Sigebert va recevoir le royaume de l'Est. Et enfin, Chilpéric va recevoir les royaumes du Nord. En sachant que, pour que tout se passe bien, Paris, qui est devenue la capitale du royaume franc, est divisée entre les 4. Enfin, elle n'est pas vraiment divisée, elle est indivisible. Donc, elle appartient un peu à tout le monde, quoi. C'est comme Berlin ou Bruxelles, quoi. C'est ça. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a un peu donné des noms prédestinés, c'est rigolo. Parce que, ils ont des noms qui... Tu vois, Gontran, c'est un nom qui est assez dans la tradition burgonde. Chilpéric, c'est plutôt dans la tradition du Nord. À l'Est, c'est Sigebert. Non, mais il a... Bah ouais, mais après, l'œuf et la poule, tu vois. Est-ce que c'est pas parce qu'il a donné ces noms-là que ces noms sont devenus des noms traditionnels? Il y pensait aussi en... Donc, Chilpéric, lui, c'est parmi les 4 le seul fils d'Arnegonde. La fameuse Arnegonde, oui. La fameuse Arnegonde, la seconde épouse de Clotaire. Tandis que les autres, ils sont les fils d'Ingonde. Et alors, Ultrogoth... Non, elle a pas eu Elle a eu les 2 filles avec Childebert, mais donc, on recommence avec un peu la même situation. C'est-à-dire que t'en as un qui est Chilpéric, qui est le fils d'Arnegonde, et les autres sont les fils d'Ingonde. Bon. Il se trouve qu'Ingonde et Arnegonde sont sœurs. Ah ouais, donc il s'est pas fait chier, quoi. Il a fait des gamins à 2 sœurs. Voilà, parce qu'à un moment, Ingonde dit « Mais ma sœur, elle est célibataire depuis trop longtemps, il faut qu'on lui trouve un mec. » Et lui dit « T'inquiète pas, je m'en occupe. » Et en fait, j'ai décidé que ce mec, ce serait bon. Voilà. À la mort de Clotaire, donc notre ami Chilpéric, il a été malin aussi, c'est qu'il s'est précipité dans son palais, dans le palais de son père, pour récupérer tout son fric. Pas con. Pour récupérer tout son argent, enfin son or. Oui, en l'occurrence. Sauf que dans le partage, il se fait un peu avoir parce que lui, il récupère, si tu veux, le royaume initial de son père. À la base, Clotaire, il est roi de Soissons, au premier partage. Donc il reçoit un peu ce truc qui est un peu, qui est un peu prestigieux, mais qui en fait est le royaume, globalement, qui est le moins cool. Oui, et puis il n'y a même pas de vase, donc bon. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de vase, on l'a cassé. Il est un peu plus petit que les autres, il a moins de rente, il est moins productif au niveau des terres, et en plus, il a des frontières qu'avec les royaumes de ses frères. Ouais, parce que c'est la Picardie, c'est ça, t'as dit? Picardie, Belgique. Ouais, c'est plat pays, quoi. Ouais, voilà, Et en fait, lui, ses frontières, c'est pas... il peut pas se dire, je vais aller conquérir des trucs pour... non, parce que c'est ses frères. Oui, et puis le commerce, pareil, il est obligé de faire commerce avec ses frères. C'est ça. Bon, Caribert va vite mourir, hein, donc le roi de Paris. Les 3 frères vont se partager le royaume. Hein, ce qui fait que Chilpéric va recevoir une partie de l'Aquitaine. L'Aquitaine, c'est vraiment le truc dont personne veut. Ils font, tiens, je t'en file un bout. Hein. Pratique. Mais ce qui fait qu'il a un nouveau voisin. Les Wisigoths? Les Wisigoths, exactement. Le roi de Tolède. Et le roi de Tolède, il se trouve qu'il a 2 filles. Il a 2 filles et il en a déjà marié une à Sigebert. Donc le frère de Chilpéric. Et c'est une fille dont la beauté est renommée dans l'Europe entière, qui s'appelle Brunehaut, ou Brunehilde. Ah oui, qui s'appelle Bruno.
Brunehaut, il se trouve qu'elle a une sœur, qui est certes beaucoup moins belle, mais c'est quand même la fille du roi de Tolède. Bon, elle fera bien l'affaire. Elle s'appelle Galswinthe. Ouais, puis elle a un nom un peu plus pourri aussi. Ouais, c'est ça. Donc, notre ami Chilpéric... Galswinthe. Elle sointe la gale. Alors, peut-être que je le prononce mal, mais... mais moi, je trouve ça marrant. Mais bon, on peut aussi écorcher le nom des reines, des reines de France. Enfin, on verra si c'est vraiment une reine de France. Donc, il se dit, bon, Galswinthe, ça ira. Le problème, c'est que notre ami a déjà une épouse, Chilpéric. Ah, mais on a dit qu'ils n'étaient pas très regardants là-dessus. Ouais, mais pour le roi de Tolède, ça pose un peu problème. Ah, ouais, non, mais voilà. Ce qui va bien faire les choses, c'est que il a à la cour une autre personne que lui qui est pas trop fan de la reine Audover, qui est la première femme. La première femme. Et cette personne qui va avoir un peu d'importance dans notre histoire, c'est Frédégonde. Et Frédégonde, c'est une servante de la reine. Issue du peuple, a priori, mais apparemment très très belle. Ok. Et vu que le roi a des mœurs qui lui font de temps en temps un peu passer outre les questions de rang, elle se dit que... pourquoi pas Finalement. Finalement, c'est peut-être accessible, reine. Donc pendant que Chilpéric est parti guerroyer, Audover, elle s'occupe des affaires un peu courantes, et notamment, elle doit faire baptiser sa fille. Mm-hmm. Le problème, c'est que le jour du baptême arrive, le parrain est là, mais la marraine, elle, ne se présente pas. Alors Frédégonde, elle dit, bon, c'est un peu long. Écoutez, je vous propose un truc, vous avez qu'à être marraine vous-même. Hein, ça change. Vous êtes la reine, machin. Ouais, mais tu peux pas être marraine de ton propre enfant. Ça n'a plus de sens. Audover, sur le coup, elle réfléchit pas et elle accepte. Mm-hmm. Mais comme tu dis, ça a plus de sens parce que le rôle de la marraine, c'est d'être là à la mort des parents. Donc, bah oui. Si la princesse se retrouve orpheline, c'est que de facto, elle aura plus de marraine. Donc ça a plus trop de sens, ça enfreint la loi du coup de ce côté-là. Mais surtout, il y a une loi qui interdit à un homme de s'unir charnellement à la marraine d'un de ses enfants. Oh, comment elle est astucieuse! Du coup, Chilpéric, lui, il revient de sa campagne contre les Ougres, je crois. Bon, il était à la chasse. Voilà, il revient et la jeune servante, notre amie Frédégonde, va venir à son devant et lui dit... Alors, j'ai pas noté le latin de Grégoire de Tours parce que c'est lui qui raconte tout ça. Bon, alors il faut savoir que Grégoire de Tours, il est plutôt côté Sigebert, donc il est pas très... Ouais, on peut peut-être douter un petit peu de la véracité de tout ce qu'il raconte. Mais donc la jeune servante va à son devant et lui dit « Mais avec qui monseigneur couchera-t-il cette nuit ? Car la reine, notre maîtresse, a été aujourd'hui la marraine de sa fille Childeswinde. » Pardon. Childeswinde. Alors je sais pas pourquoi, Frédégonde, moi je me la représente un peu en Nathalie Dormer. C'est-à-dire ? Tu sais, dans Game of Thrones, la fille qui épouse les enfants... Oui, d'accord. Oui, ouais, pourquoi pas, effectivement. Donc, notre ami Chilpéric, pas trop décontenancé, il lui répond, bien sûr, « Sicum illa dormire nequeo, dormira tecum. » Puisque t'es là, écoute. Écoute, si je ne peux pas coucher avec elle, je coucherai avec toi. Voilà, allonge-toi. Voilà, bon, ça n'empêche que Frédégonde, ça reste une servante, que coucher avec elle, bon, ok. L'épouser, c'est une autre affaire. Pour le moment, c'est un peu trop pour eux, même si, pour notre ami Frédégonde, viser la lune, apparemment, ça ne lui fait pas peur. Chilpéric a les mains libres, du coup, et il va pouvoir envoyer son épouse au couvent. Parce que voilà, et épouser Galswinthe. Le mariage a lieu en 566. Et apparemment, la nouvelle épouse n'est pas très très contente de voir que, en fait, dans son lit, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà Frédégonde. Servante. Voilà. Qu'elle trouve un peu trop proche de son mari. Elle se rend vite compte de ses relations adultérines et elle va demander à son mari, elle va lui dire, écoute, c'est simple, moi je veux que tu la dégages. C'est elle ou moi. Voilà. Et lui, il va se dire, elle est quand même beaucoup plus jolie que toi. Donc en fait, ça va être elle. Il va la menacer de répudiation et sa femme va dire très bien, dans ce cas-là, je veux rentrer en Espagne. Ok. Donc là, on est en 568. Le souci, c'est que si le mariage est cassé, Galswinthe, elle va récupérer ce qu'on appelle sa douaire. Donc c'est ce que Chilpéric lui a donné. Et sa douaire, c'est Bordeaux, Limoges, Cahors et Bigorre.
Ouais, donc un beau bout, quoi. Donc un beau bout, ça fait pas vraiment les affaires de Chilpéric. Donc il va trouver une petite astuce, il va faire étrangler sa femme. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il va trouver un puits. Plus de femme, plus de problème, comme aurait dit Staline. Voilà. Il aura quand même la décence d'attendre quelques jours avant d'épouser Frédégonde. Ah, donc finalement, le fait qu'elle soit servante, bon. Ouais, mais là, elle est apparemment enceinte jusqu'aux yeux. Puis elle doit être. Bon, même si certaines personnes, dont Grégoire de Tours se fait l'écho, ne sont pas très sûrs de qui est vraiment le père. Ah. Madame a une petite réputation, apparemment. Pas de slut-shaming chez nous, en tout cas. Bah, elle fait ce qu'elle veut, mais apparemment, elle le fait bien. Parce que. Ouais, mais il semblerait que le monde se soit un peu ligué contre le bonheur de ces deux tourtereaux, puisqu'ils n'auront pas vraiment le temps d'en profiter. Est-ce qu'il y en a une qui n'a pas vraiment digéré le meurtre de Galfinte? C'est Brunehaut, sa sœur. Mmh. Bon, le père est mort, hein. Le roi de Tolède est mort. On se dit aussi que c'est peut-être pour ça que Qu'il est mort. Que Chilpéric a dit bon, je peux étrangler la fille. De toute façon, le père est mort. Ils sont en train de s'engueuler pour la succession. Bref. Et Brunehaut va à son tour déclencher une fête. Donc c'est la deuxième fête royale, la fête du Brunehaut contre Chilpéric et sa femme. Frédégonde. Voilà. Donc le mari Sigebert va demander donc une réunion. On va faire un meeting. C'est comme ça qu'on réussit à régler les choses. Et on va demander au troisième, Gontran, d'être là pour arbitrer. Lui, il a rien demandé à personne. Non, mais finalement, la décision qui est prise semble assez logique. Chilpéric doit rendre à Brunehaut les villes qui constituaient la douaire de sa sœur. Ah ouais, donc Bordeaux, Limoges, Cahors, tout ça. C'est ça. Bon, là, pour le coup, Chilpéric, il n'a pas trop le choix. Ouais. Vu qu'il y a tout le monde qui est là, il se dit... Bon, ok. Enfin, en tout cas, je vous dis ok, maintenant. Parce que bon, en vrai... Ouais, ça fait un peu chier, quoi. Ouais, voilà, il fait ça devant ses frères, mais il a pas vraiment envie de le faire. Ça le fait un peu chier. Il va même plutôt envoyer son fils prendre Tours et Poitiers, histoire de faire la jonction entre entre l'Aquitaine et son royaume. Et les frères de Chilpéric vont contre-attaquer en lui reprenant, par exemple, Bordeaux. Mmh. Finalement, pendant plusieurs années, Chilpéric et Sigebert vont se faire la guerre en Aquitaine, souvent par fils interposés. Voilà, mais la fête entre Brunehaut et Frédégonde va donc prendre de l'ampleur, et Gontran va lui faire un peu la Suisse et compter les points. Gontran, il est roi d'où déjà ? De Bourgogne. Ah ouais. Mmh. Donc il est pas très loin de la Suisse. En 575, les choses vont un petit peu s'accélérer, puisque à ce moment-là, Sigebert va tuer Tibère, le fils de Chilpéric. Ouais. Il faisait le même nom que le fils de Thierry. Ouais, oui, c'est ça, parce qu'on avait déjà parlé d'un Tibère. Mais là, c'était Tibère Ier. Oui, d'accord. Il y aura des Tibère II. Enfin, c'est des noms qu'on n'associe pas trop au roi, mais... Mais là, c'est un peu compliqué, parce que comme c'est des noms qu'on ne connaît pas. Qu'on connaît pas du tout, il faut un peu s'accrocher quand même. Oui, voilà. Donc, en gros, il faut retenir Sigebert et Chilpéric. Hein, c'est les deux frères qui s'engueulent. Sigebert tue le fils de Chilpéric. Et il va continuer son avance hors de l'Aquitaine pour remonter vers Soissons, puis il va arriver jusqu'à la ville de Tournai, après avoir conquis Paris, avec ses armées. Là, le roi est assiégé dans Tournai. Ok. Pire, une partie des troupes du défenseur, donc surtout les grands nobles de Neustrie. Alors la Neustrie, c'est le nom du royaume de Soissons. Ouais, j'ai déjà vu passer... Voilà, Neustrie et Austrasie. En gros, Sigebert, c'est l'Austrasie, et notre ami Chilpéric, c'est la Neustrie. Donc, une partie des troupes du défenseur, donc les grands nobles, se retournent contre leur roi. Ouais, on va voir que le grand noble a tendance à faire ça. Ça sent un peu la fin. Hein. Là, pour Chilpéric et Frédégonde, ils sont acculés, sauf que notre jeune servante, qui a de la ressource et qui vient d'accoucher d'un petit Samson. Ah bah tiens. Voilà. Donc après cette trahison de la noblesse, on se rend compte que Sigebert est assassiné par 2 esclaves de la reine à coup de scramasax. De scramasax. Exactement. Qu'est-ce qu'un scramasax ? C'est une sorte de machette franque. Ah oui, bon, c'est un couteau quoi. Bah avec un seul. Oui, avec un seul côté qui coupe. Avec un seul côté qui coupe, scramasax qui donnera plus tard le nom de massacre. Ah ok, d'accord. Ah donc Frédégonde, elle a inventé le massacre. Un petit peu. Et hop. Voilà, plus de Sigebert, les grands nobles de Neustrie se disent « Oh, en fait, Chilpéric, t'es plutôt bien. » Non, mais on rigolait, en fait. C'était pour rire, t'as pas lu la négation. Donc Chilpéric, là, il est plutôt bien.
Au contraire, c'est Bruno qui se retrouve un peu dans la merde. Bah oui. Parce que elle arrive à confier son fils, donc l'enfant de Sigebert et d'elle, qui s'appelle Childebert, qui a 5 ans, et que ses amis arrivent à emmener à Metz, où il va être couronné roi. Roi de Metz. Voilà, roi de Metz, mais avec toute l'Allemagne derrière, c'est... Bon. Oui, ça fait un peu mieux. Bon. Un peu mieux. Mais elle reste à Paris prisonnière de sa rivale. Elle va finir pour un temps en résidence surveillée à Rouen. Bon, alors moi, je suis jamais allé à Rouen, donc je sais pas si c'est vraiment une punition. Écoute, il y a des... C'est moyen. Toujours est-il qu'une fois là-bas, elle va croiser Mérovée, Bruno, qui va être, lui, subjugué par sa beauté de milf, parce que lui est plus jeune, sa beauté, sa culture, son éducation, au point qu'il va la demander en mariage et que Bruno accepte. Et alors, Mérovée, d'où le nom Mérovingiens? En fait, Mérovée, c'est le nom du grand-père de Clovis. Ouais, c'est ça dont je me souviens, moi, de l'école. Oui. Mais c'est qui, ce Mérovée? Eh ben, il se trouve que c'est un fils de Chilpéric. Ah. Donc, il a épousé l'ennemi de son père, quoi. Exactement, l'ennemi juré de sa belle-mère. Aussi, surtout. Surtout. Donc, autant dire que ça passe pas très très bien. Le Noël suivant est un peu tendu. Auprès de papa et belle-maman. Donc, expédition, on va le chercher par la peau des fesses et Chilpéric le fait tonsurer et ordonner prêtre. Déjà, il le fout pas dans un puits, ce qui est... Bon, c'est déjà ça. Bruno, elle va être envoyée à Metz, auprès de son fils, qui est devenu roi. Bon, Mérovée, il va tenter de s'enfuir du monastère, et il finira par se faire assassiner par un de ses potes, apparemment sur ordre de Frédégonde. Oui, donc Frédégonde, elle a l'assassinat facile, quand même. Un tout petit peu. En 580, c'est Frédégonde qui est frappée par le deuil, avec la mort de ses 2 fils. Ah. Donc, pour se venger, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à son mari d'envoyer Clovis, qui est le dernier roi restant, le dernier fils restant de la reine Odover, au château de Braine. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'envoie là-bas? Pas vraiment parce qu'elle veut plus le voir, enfin aussi, mais a priori parce que à ce moment-là, dans ce château, il y a une énorme épidémie de dysenterie. Voilà, donc elle l'envoie là-bas, mais il se trouve que le garçon est solide, donc il va survivre, il va même se vanter d'avoir survécu. Et en disant, j'ai survécu parce que en moi coule le sang des héritiers du royaume et tout ça. Et en mon pantalon coule le reste, mais bon, ça va. Ça va. Et Frédégonde va vite lui mettre un stop. Elle va dire, en fait, c'est toi qui as tué mes 2 fils. Chilpéric, lui, bon, ok. Lui, il est plutôt du côté de sa femme en général. Et, elle doit être vraiment forte à ce qu'elle fait. Hein. On met donc le garçon Clovis en prison et où il va se faire poignarder. Ce qui est bien, c'est qu'ils le mettent en prison avant de le poignarder. C'est ça. Autant le poignarder tout de suite. Non, parce que là, comme ça, on maquille ça au suicide. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bref, elle en a fini avec la descendance d'Odover. Enfin, elle en a fini avec les mâles descendants d'Odover, puisqu'on se rappelle qu'Odover avait une fille, la petite Childesphinte, donc qui s'appelle Bassine. Je crois qu'on a... C'est la première fois que tu nous parles de Bassine. Hein. Ouais, voilà. Donc, Basine, d'ailleurs. Il n'y a qu'un seul S. Donc, il reste donc cette fille, Basine. Bon, elle, Frédégonde, elle est sympa. Elle la fait pas tuer. Elle se contente d'envoyer quelques-uns de ses hommes pour la violer. Parce que comme ça, elle a perdu tout honneur. Elle sert plus à rien. Elle sert plus à rien dans la succession. Et donc, on l'envoie au couvent. Voilà. Elle aura des histoires apparemment un peu rocambolesques au couvent. Elle va mener des révoltes contre des mères supérieures et tout ça. Mais... Oui, mais bon, c'est dans un couvent, donc ça n'a pas de... Voilà. Finalement, en 580, Frédégonde décide de faire assassiner Odover. Elle a attendu longtemps quand même. Voilà. Une façon à elle de réécrire l'histoire. Oui. 2 ans plus tard, nouvelle petite déconvenue. Frédégonde va accoucher d'un petit Thierry, mais qui meurt très vite de la dysenterie. Ouais, mais voilà. Retour de bâton. Donc, Frédégonde, forcément, est un peu désappointée. Alors, elle noie son chagrin. Dans l'alcool. Il y en a qui le noient dans l'alcool, d'autres dans le shopping. Elle, elle va faire arrêter le préfet de Paris, qui s'appelle Mumolus, qui s'était vanté d'avoir un remède contre la dysenterie. Bon, elle le fait suspendre à une poutre, et apparemment, les bourreaux vont le battre jusqu'à épuisement. C'est là que vient la piñata. Épuisement des bourreaux, Ah oui, voilà. C'est quand même de là que vient la piñata. Après, on finira par le classique aiguille sous les ongles,
Et tout ça. Ah, parce qu'il n'est pas mort de s'être fait battre jusqu'à l'épuisement des bourreaux? Non, je crois qu'il lui reste encore un peu de vie, donc un peu de possibilité de douleur. Elle va faire tuer aussi des femmes un peu au hasard dans Paris. Bref. Il faut ce qu'il faut pour se remettre d'un deuil. Oui, bah écoute. On arrive... Ah oui, donc une fille bien. Frédégonde. Ouais, elle est cool. Ouais. On arrive à l'an 584. Et hop, nouveau fils. Là, il semblerait que Chilpéric ait eu quelques doutes sur son épouse parce que le garçon n'est pas baptisé tout de suite. Mm-hmm. C'est assez embêtant parce que en revenant de la chasse, Chilpéric va se faire assassiner de plusieurs coups de couteau. Par un type qui n'a absolument rien à voir avec Frédégonde, mais bon. En fait, il y a plusieurs pistes. Aujourd'hui, on ne sait pas trop si ça vient de Frédégonde ou si ça vient de Bruno. Ah oui. qui l'a toujours un peu mauvaise, quoi. Voilà, autant dire que c'est un peu le moment où il y a du bordel chez les Francs. Ben oui. Hein, parce que finalement, il y a les deux grands royaumes qui restent. Ils sont dirigés tous les deux par un gamin qui a 7-8 ans, là, et l'autre, il a quelques mois. Et on n'est pas bien sûr que son père soit son père. Voilà, bon, déjà, les nobles vont aller piller le trésor de Chilpéric. Au passage, la fille de Chilpéric et Frédégonde, qui s'appelle Ringonde. Ragonde, hein. Elle était en route pour aller épouser Récared, le roi des Wisigoths, enfin héritier du roi, avec une énorme dot apparemment. Et du coup, elle se fait piller en chemin. Du coup, elle y va quand même, elle arrive quand même, mais sans la dot. C'est ça, la reine Frédégonde se réfugie à Paris, mais tout le monde se dit que c'est le moment d'en profiter. Childebert II, donc le roi de Metz, qui est un peu poussé par sa mère, réclame qu'on lui livre Frédégonde. Mm-hmm. Et a priori, c'est pas vraiment pour lui faire des câlins. Et Gontran, lui, vient s'interposer entre les deux et dit non, on va faire ça bien, on convoque les nobles, on va accepter le garçon qui est né comme roi, on va l'appeler Clotaire, on le fait baptiser, et Gontran, lui, va assurer la régence. C'est vraiment la Suisse, la grosse Suisse, Gontran, quoi. Ouais, c'est ça. Non, faut pas se battre et tout, les gars. C'est ça, faut pas se battre, du coup je vais prendre le pouvoir, Oui, après, c'est vrai que... Je vais faire la régence. Il va faire un montre de son pouvoir, notamment, par exemple, il va rétablir Prétexta. Prétexta qui est un évêque. C'est celui qui a marié Mérové et Brunehaut. Autant dire que c'était pas un move hyper bien pour sa carrière. Mais là, il redevient évêque de Rouen. Ça va pas durer très longtemps parce que Frédégonde, elle est assez forte politiquement et elle va réussir à pas trop se laisser faire et à reprendre le pouvoir, d'autant que Gontran galère déjà à faire baptiser le petit Clotaire. Attends, mais ils l'ont pas buté, Frédégonde? Après tout ce qu'elle a fait, il y a pas un qui s'est dit, bon, on a un puits, écoute. Non. Écoute, son prochain move à Frédégonde, c'est de faire assassiner donc l'évêque de Rouen, Prétexta, en pleine messe de Pâques. Voilà, devant l'autel. Propre. Et après, elle rassemble auprès d'elle son fils et une bonne partie de la noblesse de Neustrie qui se range derrière elle. Gontran a plus de pouvoir. Elle va envoyer bien sûr des ambassadeurs auprès de Gontran quand même pour négocier une paix, un accord. Bon, eux, ils ont pour but de le tuer. Les ambassadeurs? Ouais. Ah oui, donc en fait, elle emploie que des assassins, quoi. C'est ça. Gontran, lui, il sent le truc venir, donc il s'associe avec Childebert et Brunehaut en passant un pacte. Celui qui survivra héritera des deux royaumes. Ah donc les mecs, ils sont même persuadés que de toute façon, ils vont se faire buter par Frédégonde, quoi. Non, mais il y en a un des deux qui va mourir le premier. Oui, ouais. Et il dit, on fait un pacte. Celui des deux qui meurt le premier, il donne son royaume à l'autre. C'est Gontran qui meurt le premier en 592. Et donc, finalement, t'as maintenant deux énormes royaumes chez les Francs, plus ou moins dirigés par Frédégonde et Brunehaut. C'est un peu Assassin's Creed Frédégonde, quoi. Et de l'autre côté, Brunehaut, elle est pas... Ouais, c'est vrai qu'elle est claire. D'ailleurs, elle a une grande influence sur le règne, parce que notamment en 595 paraît la décrétion de Childebert, qui est vraiment voulue par Brunehaut. Et en gros, c'est un décret, quoi. C'est une réorganisation de l'État, un choc de simplification. Si tu veux, dedans, on va retrouver par exemple une possibilité pour les femmes de pas être mariées contre leur gré. Ah ouais. Mais c'est aussi grâce à cette décrétion qu'on va instaurer petit à petit une justice d'État. Avec des vrais juges. Ah oui, que la loi salique, on va dire, bon. La loi salique, on va avoir un mec payé pour l'interpréter. C'est plus les gens qui disent, ça c'est la loi, du coup j'ai le droit de te tuer. Une police aussi. Ah ouais. Et elle va fortifier un peu, elle va transformer l'administration franque en une version beaucoup plus romanisée.
Bon, Childebert, il se trouve qu'il est assassiné en 596. Par Frédégonde. Alors ça, je sais pas par qui. Mais on recommence, parce que lui, il a 2 fils. Thierry et Tibère. Donc Thierry II et Tibère II, si j'ai bien suivi, qui vont se battre pour le royaume de papa en étant chacun de la moitié. Finalement, c'est la noblesse d'Austrasie qui va avoir le fin mot de cette histoire. Ils en ont ras-le-bol de Brunehaut, et donc ils vont appeler Clotaire II, là, qui finira le boulot de maman. Et Frédégonde, dans tout ça, elle est... Frédégonde, elle est toujours... Ah non, elle est morte, entre-temps. J'ai pas noté, mais entre-temps, elle est morte. De sa belle mort ou... De sa belle mort. Tranquille. Et donc, son fils se dit, hop, je vais finir le boulot. On juge Brunehaut, qui est accusé d'avoir assassiné 10 rois. Étrangement... Alors que l'autre, on a assassiné 15. Il y a un évêque en pleine messe et tout. Bizarrement, on la reconnaît coupable. Et on va commencer... Alors, ce que j'ai lu, c'est peut-être un peu euphémisé, j'ai lu qu'on va commencer par la livrer aux exactions de l'armée de Clotaire pendant 3 jours. Je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne veux pas savoir. Toute l'armée. Voilà. Puis Clotaire, il va avoir prendre un peu de recul et il va dire non mais est-ce que t'es vraiment une reine? Pour ça, on va demander à Dieu pour savoir si t'es vraiment une reine. Parce que tout le monde le sait, une reine a, grâce à Dieu, à travers Dieu, commandement sur la nature et les animaux de son royaume. Disney nous l'a bien appris. Exactement. Donc, on va tester ça. On va attacher Bruno par les cheveux, une jambe et un bras à un cheval qu'on va lancer au galop. Apparemment, Bruno avait plus vraiment les faveurs divines. En même temps, s'il vient de se faire passer dessus par toute l'armée, peut-être un petit peu des problèmes pour parler aussi. Dans la foulée, Chilpéric va prendre l'Austrasie et la Bourgogne. Et il va, au passage, exterminer toute la descendance de Brunehaut et de Childebert, histoire d'être sûr. Et en fait, comme Clotaire Ier, il redevient le seul roi des Francs. Ouais, donc il a bien... Voilà. Ils ont bien appris de leurs erreurs, parce que les Mérovingiens, finalement, ils vont retourner vers la primogéniture et se dire il faut un représentant unique. Bon, non. Ouais. Tout ce bordel recommenceront à la mort du fils de Clotaire II, Dagobert Ier. Ça durera jusqu'aux enfants de Charlemagne. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, même Charlemagne, il découpe son... Voilà, mais c'est à partir des enfants de Charlemagne où on arrête. Où là, on dit, non, allez, les gars. C'est un peu con, parce qu'on avait quand même le plus grand empire d'Europe, et puis on l'a niqué, quoi. C'est ça. Voilà, donc c'était l'histoire des fêtes, de la fête de Clotilde et de la fête de Brunehaut, qui s'est un peu retourné... Enfin, finalement, c'est pas Brunehaut qui a gagné. Clotilde, elle a bien gagné, mais... Oui, ouais. Mais non, mais Frédégonde, elle est pas mal. Hein. Elle a un petit côté Comtesse Bathory, quand même. Je suis triste, je vais aller me tremper dans le sang de Jean, au hasard. Voilà. Tu sais, quand on dit « Ah, mais le Game of Thrones historique, on parle beaucoup des rois maudits. » Ouais, ou de la guerre des roses. Ou de la guerre des roses. Mais je trouve que... Ouais, effectivement. Le petit conflit Frédégonde-Brunehaut, il y a un peu de potentiel, quand même. Ouais, c'est pas mal. Après, je sais pas si sur Netflix, ça passerait très bien, tu vois. La geste de Frédégonde, tu vois. la fête royale, bon. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont vraiment des noms à la con, quoi. Comment tu traduis ça en anglais, en plus? Ouais, Ultrogoth, ça passe. Ultrogoth, c'est cool, ouais. Eh ben, on va faire un petit saut dans le temps et dans l'espace, mais il va y avoir un petit peu de trucs comme ça, et j'ai un peu simplifié parce que sinon on en a aussi plein, des noms qu'on connaît pas et qui arrêtent pas de se trahir. Puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler du personnage le plus illustre issu de Transylvanie. Ah. Alors, donc, petit quiz pour toi et nos auditeurs. Petit indice, on est au 15e siècle. D'accord, donc c'est pas le Sweet Transvestite from Transsexual Transylvania. Non. non, on reste quand même... on est moins woke que ça, quoi. Ouais, on va quand même parler de mecs qui s'assassinent et tout, et de guerre, hein. Enfin bon. D'accord. Donc, au 15e siècle, c'est l'époque des Ottomans. C'est tout à fait. C'est l'époque du Petit Dragon. C'est tout à fait l'époque du Petit Dragon. On aurait pu. Hein, voilà, j'espérais un peu que tu me dises Dracula. Ah, non, je pense à Bruce Lee, moi, le Petit Dragon. Bien sûr. Parce que la fameuse bataille de Bruce Lee contre les Ottomans.
Non, mais j'espère un peu que tu me dis Dracula, donc Vlad Tepes, dans la langue. Enfin, Tepes, ça veut dire l'empaleur, donc c'est pas son vrai nom. Et Dracula, c'est donc petit dragon? C'est comme Petit Dragon, effectivement. Ou fils du dragon. Enfin, Fils du dragon, Petit Dragon, bon, c'est du roumain, donc on n'est pas bien sûr. Mais en fait, non. Hein, il s'agit pas de Dracula. D'abord parce que Vlad III Bassarab, de son vrai nom, il est pas né en Transylvanie, donc il est pas transylvanien. C'est même moins roumain que hongrois, la Transylvanie. Alors la Transylvanie, aujourd'hui, c'est un peu coupé entre les deux. Oui. Mais à l'époque, c'est plus hongrois. Mais la Roumanie n'existe pas même à l'époque. Oui, mais il me semble que même aujourd'hui, la Transylvanie, il me semble que ça reste une minorité hongroise. Oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, qu'il y ait une culture hongroise un peu dans le coin. Bah oui, parce qu'on va voir que la Transylvanie va donner aux Hongrois des gens un petit peu importants. Mais donc, ça peut pas être Dracula, puisque il est pas transylvanien. Et ensuite, parce que j'ai découvert un autre type, qui est, je trouve personnellement bien plus intéressant, et qui lui vient bien de Transylvanie, j'ai nommé Mathias Corvin. D'accord. Que a priori, pas grand monde connaisse. Alors moi, il y a 3 semaines, je connaissais pas non plus. Hein. J'ai peut-être déjà vu passer son nom, mais... Alors peut-être puisque tu es partie de ta famille qui vient de Hongrie. Ouais, mais non. Que spoiler alert, donc à l'époque, la Transylvanie appartient à la Hongrie et que Mathias Corvin va avoir un certain impact sur la Corvine. Bon, on aurait pu parler de Vlad quand même. J'aurais pu parler de son père même, Vlad II Bassarab donc. Le dragon. Le dragon, voïvode de Valachie, qui est une province de Roumanie maintenant. Qui, en fait, c'est son surnom, le dragon, parce qu'il a rejoint l'ordre du dragon en 1431, qui est un ordre de chevalerie qui est censé s'opposer aux Ottomans. Puisque, en gros, depuis la moitié du XIVe siècle, les Ottomans, petit à petit, ils avancent en Grèce et dans les Balkans. Depuis la Turquie, ils se sont tournés d'abord vers l'ouest avant d'aller vers l'est. Et donc, les Hongrois qui sont, les Roumains, les Hongrois qui sont un peu en première ligne, qui voient arriver les Ottomans, se disent, on va faire un ordre de chevalerie comme les Templiers, puis comme ça, on sera invincible. Bon. Mais alors que le dragon, logiquement, c'est un peu un méchant. Écoute, tu me dis, on fait l'ordre de Saint-Michel ou de Saint-Georges ou de je sais pas lequel. Alors, mais il y en a plein qui tuent des dragons. Il y a un lien avec celui qui tue un dragon là, mais je sais plus trop pourquoi. Il y en a au moins 2. Il y a au moins Saint-Georges et Saint-Michel, mais. Je crois que c'est Saint-Georges. Alors il y a un lien, mais je sais plus trop. Bon, c'est pas très important non plus. Hein. Bref, l'important c'est que Vlad II, il se prend donc le surnom de Dracul. On aurait pu parler donc de ses batailles, de Vlad II contre les Turcs, de son petit retournement de veste à un moment donné pour se mettre au service des Ottomans, parce que il sent que là, c'est mal barré. On aurait pu expliquer comment, donc, du coup, Draculéa, Vlad III, le fils du dragon, et son jeune demi-frère Radu le Beau, ou l'élégant, ou le bienfait. Enfin, Radu le Beau, donc. Donc, Dracula et Radu le BG. le BG, sont envoyés comme otages à la cour du sultan, alors que Vlad a 10 ans et Radu a 3 ou 4 ans, pas bien sûr quand est-ce qu'ils sont nés en fait, en pratique. En fait, il y a même tous les ingrédients d'une belle tragédie dans tout ça, parce que le père qui fait un peu faire des allers-retours à sa veste, quand même, entre le camp ottoman et le camp hongrois, donc il va finir par se faire tuer par les armées de Jean Hunyadi, régent de Hongrie. Vlad II meurt en 1447. Ce qui fait que le frère aîné des deux, là, de Vlad et Radu, est enterré vivant par Jean Hunyadi, qui se dit bon. Écoutez, si, il est mort. Vous me faites un peu chier, là, les gars. Écoutez, les mecs, je vais pas creuser un puits. Voilà. Du coup, Vlad, on aurait pu parler de Vlad qui reprend le trône de Valachie avec une armée ottomane, mais qui le repère 2 mois plus tard pour le récupérer avec une armée hongroise, cette fois-ci 8 ans plus tard, grâce à Jean Hunyadi, qui est un peu dans la réelle politique, qui est là, t'es contre les Ottomans? Vas-y. Tu veux une armée? Écoute, pas de problème. C'est pas toi qui menais... C'est pas grave, allez. Vas-y, c'est cool. On aurait pu parler du règne de Vlad sur la Valachie, de sa vengeance contre les boyards. Alors les boyards, c'est les nobles locaux. Hein. Oui, le nom rien à voir avec... Avec Fort Boyard. Enfin, peut-être d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais c'est le nom des nobles locaux. Donc sa petite vengeance, parce que quand il se fait virer au bout de 2 mois, là, c'est en partie parce que les boyards l'acceptent pas, comme voïvode.
Du coup, bon, il les fait torturer, il les fait exécuter, et bon, il y en a quelques-uns qui se font empaler, quoi. Oui, C'est faire. mais je crois que c'était vraiment vrai, les histoires d'empalement, ou c'était... Bah alors, c'est un peu traditionnel hein, dans la région et à l'époque. Hein. C'est pas le seul. On va voir plus tard qu'il y en a d'autres. Hein, typiquement, en Turquie, les Ottomans, là, le pal, ils aiment bien. Ça fait partie un peu du folklore. Bon. Non, parce que moi, je me souviens de l'anecdote du dîner d'ambassadeurs dans la forêt de Pâle. Alors non, là, tu mélanges un peu, parce que, donc, oh, attends, on va y venir. Bon, de manière générale, Vlad, quand il règne sur la Valachie, c'est un peu comme Staline. Hein, la mort résout tout, plus d'hommes, plus de problèmes. Il tue quand même beaucoup de monde. Et puis, il oublie un peu de payer son tribut au sultan ottoman, qui lui dit, écoute vieux, je t'ai filé une armée quand même. Alors, bon, ça n'a pas très bien marché, mais voilà. Et c'est là où, effectivement, le sultan lui envoie des émissaires qui ont pour mission de le tuer. Hein, bon. Et que la légende veut que Vlad leur ait cloué leur turban sur le crâne avant de les tuer. D'accord. Ah, moi, c'était pas tout à fait ça l'histoire que j'avais en tête. C'est l'histoire de, je sais plus, des ambassadeurs ou des nobles locaux qui l'accueillent dans un banquet au milieu d'une forêt de pâles. Alors la forêt de pâles, c'est un peu après, parce que donc du coup, le sultan, il est un peu colère, donc il envoie une armée pour reprendre la Valachie et pour virer Vlad. Il envoie 150 000 hommes hein, quand même, puis il y va en fait lui-même. Oui. Il manque de se faire tuer quand même le sultan, parce que Vlad, il en a que 30 000 des hommes, mais il est chaud. Et il a a priori pas bien apprécié l'enfance chez les Ottomans. Donc il a un peu une dent contre eux. Bon, il a une dent contre tout le monde. Hein, d'où le personnage. Peut-être, effectivement. Et pendant la fameuse attaque de nuit de Targoviste, il manque de tuer le sultan de peu. En fait, en gros, ils attaquent au flambeau. Puisqu'ils sont 5 fois moins nombreux, mais qui connaissent un peu le terrain, ils disent, vas-y, on y va. On y va. Et c'est après, donc en fait, il fait de la guérilla. Un peu avant, il a quand même déjà battu d'autres armées ottomanes. Avant les 150 000 hommes, le sultan avait envoyé des plus petites. Et il avait fait 20 000 prisonniers. La légende veut qu'il les ait tous empalés devant Targoviste, justement, et que donc, quand l'armée du sultan arrive, ils arrivent devant une forêt de pales. Alors, il semblerait que ça soit une légende, notamment parce que pour empaler 20 000 mecs, il faut se lever tôt, quand même. C'est ça, il faut du bois. La forêt locale n'a pas dû apprécier. C'est ça, il y a un des mecs, plus ou moins contemporain du truc, qui dit « Moi, j'y crois pas trop, parce que je pense que toutes les forêts du coin n'auraient pas suffi pour faire autant de trucs. » Bon, ensuite, du coup, le sultan repart, et puis il laisse son armée à Radu le Beau, parce que lui, Radu le Beau, déjà, lui et le sultan, ils sont hyper potes. Voire un peu trop potes. Parce que lui, il est très très beau. Parce que Radu, il est très très beau et que Mehmed II, le sultan, il est très très ouvert d'esprit. Donc guerre fratricide. Et puis finalement les boyards qui prennent le parti de Radu contre Vlad. Donc Vlad qui est obligé de s'enfuir vers la Transylvanie où il va demander de l'aide à Mathias Corvin qui le fait emprisonner. Voilà. Donc en fait, il a vécu en Transylvanie juste en prison, quoi. Plus ou moins. Voilà, en fait, donc si on avait raconté en détail l'histoire de Vlad Tepes, parce que donc là je passe un petit peu vite, hein, Mathias Corvin, ça aurait été qu'un personnage secondaire, finalement. Oui. Un peu l'ingrat qui se dégonfle à chaque fois, parce que c'est pas la première fois qu'il se parle non plus. Hein, à chaque fois que les Ottomans attaquent, Vlad il se tourne vers Mathias Corvin en lui disant « Dis donc, tu veux pas m'envoyer des armées ?» Et Mathias, à chaque fois, lui dit « Ouais, écoute, là j'ai un train à prendre, mais ouais, bientôt. Oui, le chèque est dans... T'inquiète. le chèque est dans la boîte à lettres. » Donc ça aurait pu être un petit peu l'ingrat qui se dégonfle et puis qui finit par le trahir, finalement. Même s'il est un peu sanguinaire, Vlad, il se fait trahir, quoi. Oh, sanguinaire. Oui, alors bon, on va voir que peut-être qu'il y a des choses qui ont été un peu inventées, hein, mais notamment le fait qu'il torture des rats chez lui quand il n'est pas à la guerre. Alors que merde, il est roi, il peut torturer des gens. Je veux dire. C'est ça. Enfin, il est voïvode, il est prince de Valachie. Mais bon, oui, il est censé être quand même souverain en son royaume, enfin son pays. Bon, et puis la forêt de Pâles, c'est quand même une jolie variation entre la route des crucifiés et la pyramide de crâne. Ça aurait pu être intéressant, mais finalement, on va finir par se poser des questions sur notre attrait pour les massacres comme ça. Pour les signes ostentatoires. Les signes ostentatoires de psychopathie.
Donc j'ai plutôt décidé de parler d'un roi humaniste, peut-être le plus grand roi de Hongrie, donc Matthias Corvin. Donc Matthias, il est né le 23 février 1443, donc il a une quinzaine d'années de moins que Vlad, et c'est le deuxième fils de Jean Hunyadi, dont on a déjà parlé. Oui. À la base, les Hunyadi, c'est une famille de la petite noblesse d'origine valachienne, mais qui a un domaine en Transylvanie. D'accord. Mais il se trouve que Jean, il aime se battre, et qu'il le fait bien. Et que donc il rentre dans l'armée jeune, et quelques années plus tard, il se retrouve général. Bah, souvent, les gens qui aiment se battre et qui le font mal, on n'en entend pas trop parler. C'est vrai. Lui, on va en entendre parler, parce que donc il devient assez vite général, sous d'ailleurs Sigismond Ier, D'accord. du Saint-Empire, Oui. empereur, roi de Hongrie, puis empereur du Saint-Empire. Il se bat si bien, genre même que Albert Ier, le successeur de Sigismond, roi de Hongrie donc toujours, quand il meurt, sa veuve va faire nommer Jean Hunyadi voïvode de Transylvanie pour, alors c'est le quatrième personnage de l'État, le voïvode de Transylvanie, Oui. donc c'est pas mal, et surtout régent du royaume. Parce que Le protecteur, quoi. Non, vraiment régent, parce qu'en fait, Oui. le fils d'Albert Ier, il a 1 an, je crois, à l'époque. D'accord. Donc c'est un peu difficile pour écrire la loi et tout, machin. Donc ça, on est en 1441. Donc 2 ans avant que Matthias vienne au monde. Ouais, le nouveau roi, le fils d'Albert Ier, Ladislas VI, le posthume, parce qu'en fait, même, il est né après la mort de son père. D'accord. Alors, quelques mois après. Hein. Bon, Oui. Bah, on est à une époque où... Pas 4 ans, quoi. Non, mais je crois que c'est à l'époque où les reines ont une période de gestation qui va entre 7 et 12 mois. Donc, Elles sont pas tout à fait comme nous. c'est la reine. Écoute, elle commande aux animaux, Voilà. et puis voilà. Bref, Ladislas VI le posthume, il a besoin d'un régent quand même, et puis sa mère, c'est une femme, donc elle n'a pas le droit de Bah non. régner en Hongrie. Imagine le bordel. La Hongrie, c'est marrant, alors c'était une monarchie élective, c'est-à-dire que le roi se fait élire, mais depuis la fondation du royaume en l'an 1000, bizarrement, c'est quand même toujours la même famille. Bah, je crois que c'était un peu comme ça chez les Francs aussi, jusqu'à Clovis, ou jusqu'à un peu avant Clovis, et qu'ils ont dit, bon, On arrête. on va faire des choses plus simples, hein, plutôt que élire un roi, on va diviser le truc. C'est vachement plus simple. Bref, grâce au pouvoir de son père, donc, Matthias bénéficie de la meilleure éducation possible, hein, et en dehors des humanités, qu'il apprend avec des érudits que sont hongrois et italiens que son père fait venir à la cour, il apprend aussi les langues, il est doué en langue, puisqu'il va parler couramment l'allemand, l'italien, le roumain, le latin, le polonais et le tchèque, en plus du hongrois, bien sûr, puisqu'il est hongrois. C'est pas mal. C'est pas mal. Il va même finir par servir d'interprète à son père, avant qu'il meure. Alors, son père va mourir assez vite, mais on va voir. En 1455, donc il a 12 ans, il est marié à la fille d'un des concurrents de son père, cousin par alliance de la reine-mère, qui se serait bien vu régent lui aussi. Mais bon, voilà, pour arranger un petit peu les choses, on marie les 2 enfants, donc lui a 12 ans, elle en a 11, je crois. Coup de foudre, j'imagine, c'est un truc réfléchi. Bien sûr. Mais malheureusement pour les tourtereaux, Matthias, ils n'auront pas vraiment l'occasion de consommer leur mariage. D'abord, parce qu'en fait, de mariage, c'est plus un échange d'otages, vu que Matthias est envoyé dans la famille du fameux comte et la fille chez Jean Hunyadi. Et puis que la jeune femme de Matthias meurt avant la fin de l'année. Bon. Pas de bol. Voilà. En même temps, elle avait déjà 11 ans. Voilà, c'est ça. Et puis, comme le sort s'acharne, voilà. L'année suivante, c'est le père, Jean Hunyadi, qui meurt de la peste. Bon, qu'il a contracté sur le champ de bataille. C'est le problème d'aimer se battre. Voilà, c'est ça, à Il n'y l'époque. avait pas de masque. Et son éphémère beau-père, Matthias, est assassiné par Laszlo Hunyadi, son grand frère. D'accord. Ladislas le posthume, qui, maintenant a 16-17 ans, puis qui a une mère qui l'aide un petit peu, trouve que ça se fait pas, quand même, d'assassiner comme ça un type. Et donc, un peu poussé par les ennemis des Hunyadi, quand même, il va faire arrêter Laszlo et Matthias et les condamner à mort. Bah oui. Bon, Tant pis pour Mathias, quoi. Je veux ouais, dire. lui, il a rien demandé là-dedans, mais voilà. Mais bon, alors quand même, Laszlo donc, est décapité 2 jours plus tard, mais Matthias, vu qu'il a quand même rien à voir là-dedans, qu'il est un peu jeune, vu qu'il a 12-13 ans, bon, on va l'épargner, par contre, on va le garder en captivité, quoi, du coup.
avec le roi. On va lui apprendre à torturer des rats. Non. Bon, alors après, il est en captivité à la cour, hein, tu vois, donc ça va. Pas non plus dans un cachot, quoi. Mais sa mère trouve, elle aussi, qu'il y a des bornes qui ont été un peu dépassées, là, quand même. Et donc, elle va pousser son frère à mener une rébellion des barons contre le roi Ladislas le Posthume. Celui-ci fuit à Vienne. Alors, il a de la famille par là-bas. Puis à Prague, avec Mathias dans ses bagages. Sauf qu'il meurt, lui aussi, subitement de la peste. Bon. Pas de bol, mais ils n'ont pas de vaccin, donc voilà. Alors, il meurt alors qu'il était sur le point d'épouser la fille de Charles VII de France. Le père de Louis XI dont tu nous avais parlé. Comme quoi, la Hongrie, ça pèse un petit peu dans le concert des nations à l'époque. Donc ça, c'est en novembre 1457. Donc, Mathias, qui est à Prague, hein, mais qui n'a plus son geôlier, en fait, reste en prison parce que le mec qui règne sur Prague, le régent de Bohême, Georges de Podébrady, se dit « Écoute... » Vieux. C'était comme ça, bon, pas de bol. T'es déjà prisonnier, donc tu vas rester prisonnier parce que t'as l'air d'avoir un petit peu de valeur. Et il a peut-être pas complètement tort, Georges de Podébrady. Parce que, comme Ladislas le Posthume, il a pas vraiment eu le temps d'avoir d'enfant, vu qu'il est mort à 16-17 ans. Et puis que de toute façon, il est mort juste avant son mariage. Donc, bon. On se retrouve avec une petite vacance de pouvoir. Une petite crise de succession. Voilà, en Hongrie. Alors bien sûr, la mère de Ladislas essaye de pousser quelqu'un d'autre. Hein. Alors je crois qu'elle veut... Par pousser quelqu'un d'autre, tu peux pas dire qu'elle est à nouveau enceinte. Elle est à nouveau enceinte d'Albert Ier, 17 ans plus tard. Non, enfin, il y a des gens, il y a divers partis qui s'opposent pour faire élire quelqu'un, parce que donc là, pour le coup, vu qu'il n'y a pas de descendance directe, il faut faire élire quelqu'un. Et donc, la mère et l'oncle de Mathias, ceux qui avaient fomenté une rébellion, vont convoquer la Diète, donc l'Assemblée des nobles, qui s'appelle la Diète. Pourquoi pas? Et lui proposer à la Diète d'élire Mathias. Et pour ce faire, ils vont amener avec eux 15 000 arguments en armes, prêts à prendre Buda. Du coup, la Diète accepte. Parce qu'ils sont pas fous, les mecs. Et donc, vont élire Mathias, roi de Hongrie. Dans sa prison. Et son oncle régent, puisque du coup, Mathias, il n'est pas là. Bon, alors quand même, l'oncle et la mère se disent que ça serait bien de pouvoir récupérer Mathias, donc ils vont voir Georges de Podébrady en lui disant « Écoute, on peut peut-être gérer un truc, non? Qu'est-ce que t'en penses ?» Georges négocie bien et rend sa liberté à Mathias contre 60 000 florins, parce que, bon, l'or, ça fait jamais de mal, et surtout la promesse que Mathias va épouser sa fille. Ce qui lui permettra de devenir le gendre du roi de Hongrie, ce qui est cool. Enfin, non, le beau-père, pardon. Oui. Du roi de Hongrie, ce qui est cool. Et donc, le 14 février 1458, Mathias est élu roi de Hongrie. Donc, il a 17 ans? C'est à peu près 43, il est né, donc 15 ans. Il est élu roi de Hongrie, sauf que il n'est pas couronné. Parce que la sainte couronne hongroise est restée entre les mains de l'empereur du Saint-Empire, Frédéric III de Habsbourg, parce que bon, j'ai peut-être un peu oublié de dire qu'Albert Ier et Ladislas le Posthume, c'est des Habsbourg. Et que Frédéric III, c'est aussi un des descendants de Sigismond, qui a été à la fois empereur et roi de Hongrie, et que bon, ils ont oublié de ramener la couronne, c'est ce que c'est, les mecs n'arrêtent pas de déménager, ils l'ont oublié dans un carton, quoi. Ils ont plein de couronnes en plus. Voilà. C'est laquelle? Merde, on t'a couronné roi d'Espagne. Ouais. Bon, on mélange les trucs. Il va falloir que tu déménages, mec. C'est un peu compliqué. Bon, voilà. En même temps, le fait est, ils sont... Sigismond, en tout cas, celui qui a eu le plus de couronnes, il a été empereur, roi de Hongrie, roi de Bohême, duc d'Autriche. Ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Bref. Mathias a 15 ans, il est roi de Hongrie et il a un peu les crocs, parce qu'en fait c'était un enfant un peu précoce. Alors, dès les premiers mois de son règne, il va commencer par réunir la Diète à nouveau pour lui faire voter des nouvelles lois, par exemple une qui va démettre son oncle, parce qu'il se dit que 15 ans, finalement c'est bien suffisant pour commencer à régner. Il va un peu réorganiser d'ailleurs la Diète parce que en tant que roi, il a le pouvoir de nommer et de dénommer les gens qui sont à la Diète et parce qu'il y a un peu des titres un peu prestigieux. Il y a le Palatin par exemple, qui est le juge suprême. Typiquement le Palatin, il va changer. Et puis il va faire rentrer à la Diète des mecs qui sont pas nobles, mais qui sont intelligents. Et bizarrement, qui sont tous
Dans son camp. Oui, bah, notamment parce qu'ils sont intelligents. Parce que, bon, les barons de Hongrie, ils sont quand même un petit côté baron, quoi. Ils sont un peu égoïstes. Et Mathias, bah, lui, il a été élu, il a été éduqué dans l'humanisme. Et donc, en fait, il s'en fout un petit peu que les gens soient nobles, juifs ou Roi. Ou Enfin, roi. non. Enfin, non. Oui, mon roi. Lui, Bon, lui, il est content de l'être. Ouais. Mais donc, il réorganise un petit peu la diète et puis il lui fait voter une petite taxe exceptionnelle, histoire de pouvoir lever une armée. Mais alors, juré, c'est la dernière. Hein. Alors, parce qu'en plus, les nobles, ils sont pas hyper joasses, hein, parce que depuis 200-300 ans, ils sont exemptés d'impôts. Par une bulle royale. Oui, comme en France au même moment. Hein, oui, sûrement. Quand Louis XI fait l'impôt perpétuel, bon, c'est pas eux qui sont touchés. Ouais, mais voilà. Alors, là, en l'occurrence, la taxe spéciale, les nobles aussi doivent la payer. Mais alors, promis, juré, craché, c'est la première et la dernière fois. Spoiler, non. Ce serait pas la première et pas la dernière fois. Bon, forcément, ça plaît pas à tous les barons, hein, cette histoire. Un peu trop de changements trop rapidement comme ça. Taxer les riches, bon. Voilà. Et puis, Mathias, d'accord, il a été élu roi, mais bon, déjà, on les a un peu forcés. Et puis, c'est le premier roi de Hongrie, donc, je l'ai dit, depuis Saint-Étienne Ier, en 1001. Gellert. Son nom de famille, tu veux dire? Non, je crois que Étienne hongrois, c'est... Oui, alors, il a un nom, parce que Étienne, c'est son nom de baptême. Oui. C'est après, parce que un peu comme Clovis, c'est le premier à se baptiser et tout, donc du coup, voilà. C'était cool, Saint-Étienne. Il avait une façon assez simple de baptiser les gens, enfin de convertir les gens, puisque comme il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, si tu voulais pas te convertir, on te coulait du plomb fondu dans les oreilles. Ça marche. Les gens se convertissent. Après. Et voilà. Bref, depuis Saint-Étienne, donc c'est quand même plus ou moins toujours la même famille qui a régné. Même si, à un moment donné, il y a une fille qui s'est mariée avec un Habsbourg, et donc c'est les Habsbourg qui ont un peu repris le truc, mais il y a quand même un petit peu du sang de Saint-Étienne là-dedans. Mathias Corvin, pas du tout. Hein. Oui. Bref, ça sent la révolte. Donc on recompte un petit peu les bulletins, tu vois, de l'élection. Hein. Tu sais comment... Les machines de vote. Voilà, c'est ça, on fait des conférences de presse devant Jardiland, tout ça. Et le premier baron à se rebeller ouvertement, c'est un certain Jan Jiskra, ou Jan Jiskra. Bon, je ne sais pas prononcer le hongrois, donc voilà. Personne ne sait prononcer le hongrois. En même temps, il est tchèque. Donc... Oui, c'est ça. Jan, c'est plus un nom tchèque. Ouais, bon, en tout cas, il est tchèque. Et il est surtout connu pour être à la tête d'une armée de mercenaires qui vend au plus offrant. Bon, comme souvent les mercenaires, hein, tu vas me dire, mais là, c'est toute une armée. Et en l'occurrence, le plus offrant, c'est Casimir IV, roi de Pologne. Au-dessus, qui est pas loin, ouais. Ouais, qui est pas loin, et puis qui avait un peu des prétentions au moment où il y a eu l'élection. Il a dit, écoute, moi, je peux... je suis là. Au même moment, il y en a d'autres de barons qui se tournent plutôt vers l'empereur Frédéric III, donc de Habsbourg, qui, a toujours la couronne, la sainte couronne de Hongrie, et puis qui est saint-empereur, quoi. Ouais. Ça pèse un petit peu, pas mal. Et voyant le bordel, quand même, qui s'annonce, les Ottomans se disent que c'est peut-être le bon moment de faire une petite offensive sur les Balkans, vu que personne regarde. Les Balkans qui sont, à l'époque, vassaux de la Hongrie. Donc, quand je dis Balkans, c'est le royaume de Serbie et de Bosnie, notamment. Heureusement, pour le Sud, c'est l'époque où Vlad fait des forêts de pales. Donc, de ce côté-là, ça va. Et puis, surtout, Mathias, comme il parle toutes les langues, et puis qu'il est loin d'être con, c'est un très bon diplomate. Et donc, grâce à quelques batailles judicieusement gagnées, quand même, il va un petit peu aller à la guerre, et puis un gros paquet d'or, parce que il a refait un peu le coup de la taxe. Mais alors, juré, c'est la dernière fois, je vous jure, mais là, on en a vraiment besoin. Et puis, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de vos copains nobles qui font venir des gens qui... C'est ça. Bon, il y a un moment où c'est le pape qui lui file de l'or pour aller faire une bataille contre les Ottomans, et puis Mathias, je fais, bon, écoute... Envoie l'or, et... on va voir. Bref, si, on l'a fait. Grâce donc à quelques batailles et beaucoup d'or, et en jouant des rivalités entre Frédéric III, son frère à Frédéric, l'archiduc d'Autriche, et le beau-père de Mathias, Georges de Podébrady, qui entre-temps est devenu roi de Bohême. Parce que bon, il était régent, et puis voilà. Et puis le pape aussi, parce que là-dedans, qui lui aussi de temps en temps dit « moi je suis pas d'accord ». Bref, en faisant un petit peu jouer la rivalité de tout ça, il arrive en 1462 à faire la paix avec le Saint-Empire, à récupérer la Sainte Couronne,
Alors, ils payent, Oui. ils payent beaucoup, là, hein, à ce moment-là. Enfin, les nobles payent beaucoup. Bah, la Hongrie, Oui. le pays, paye beaucoup. Et à obtenir l'allégeance de presque tous les barons hongrois, y compris Gengis Khan. Et puis, comme du coup, ces mercenaires n'ont plus rien à faire, parce que le pays est en paix, Ben, on va conquérir. ils se font un petit peu chier, Mathias va les engager indéfiniment pour créer ce qu'on va appeler l'armée noire. Alors, je vais détailler maintenant l'armée noire. Je l'ai écrit à la fin, mais en fait, c'est maintenant que ça vient. Alors, l'armée noire, on va voir par la suite qu'elle va être particulièrement performante. En dehors d'en jeter un petit peu, parce que c'est un nom, c'est un nom qui est cool. Il n'y a pas les légions noires? Alors bon, en fait, l'armée noire, on l'appelle aussi les légions noires, la cavalerie noire. Non, mais le truc les trains blindés de Makhno. Alors, c'était aussi une armée noire, mais pas pour les mêmes raisons. On n'est pas bien sûr d'ailleurs pourquoi on l'appelle l'armée noire, parce que certains ont des uniformes noirs. On se demande si c'est pas parce qu'il y a un de leurs capitaines dont le nom de famille est noir. Alors, on check, hein, mais bon. Négrou ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, au final, ils acceptent le truc, hein, parce que donc il y a des chevaliers dedans qui ont des armures complètes noires. Leur étendard est noir. Enfin bon, ils jouent un petit peu là-dessus. Mais c'est la période émo de la Hongrie. Un petit peu, ouais. Mais ils sont particulièrement performants pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle est donc surtout composée de mercenaires, donc de soldats professionnels, qui font ça toute la journée, tout le temps. C'est le seul métier qu'ils ont. Au contraire des autres armées du coin, qui sont des armées féodales, donc qui sont en fait des paysans à qui l'on file une épée, à qui on dit « Allez, vas-y. Il va mourir pour moi. » Va faire la guerre. Ensuite, parce qu'elle utilise des chariots blindés, ce qui en fait une des premières infanteries mécanisées du monde. Avec des tanks. Ouais. Le chariot blindé, ça a deux avantages. Premièrement, ça fait que les fantassins, ils marchent pas. Donc du coup, quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils sont plus frais. Ils n'ont pas porté 40 kilos de matos pendant 500 bornes. Et ensuite, ils les utilisent, leurs chariots blindés, comme fortification sur le champ de bataille. Et ça marche bien. Et enfin, troisième raison de son efficacité, Mathias a compris assez vite l'intérêt des armes à feu. Et donc, il va en fournir beaucoup à son armée noire grâce à des ateliers en Transylvanie qui produisent du coup des arquebuses. Parce qu'à l'époque, c'est de l'arquebuse quand même. Son armée va compter 25% de fantassins armés d'arquebuses. Quand même, c'est beaucoup, oui. Les autres, 10%. Donc c'est plus. Et puis, il y a toute une stratégie autour de... Alors, les arquebusiers, ils tirent en premier. Ensuite, c'est les archers qui tirent au-dessus. Et puis, tu as les fantassins blindés qui les défendent, avec les fantassins boucliers devant. Et puis, les chariots blindés sur le côté. Enfin, bon, il y a tout un truc, quoi. Et avec tout ça, la cavalerie légère de l'armée noire, les hussards noirs. Oui. Alors, pas de la République, hein, pour le coup. Mais... pour le coup, non. Donc, hussard, ça vient de là. Alors, on n'est pas bien sûr pourquoi hussard. De ce que ça veut dire. Ouais. Alors, hus, ça veut dire 20 en tchèque ou en hongrois, je sais plus. Et donc, on s'est dit qu'ils avaient des bataillons de 20. Mais en fait, c'est pas vraiment. Bon, il y a plusieurs légendes. Oui. Toujours est-il, la cavalerie légère qui va opérer derrière les lignes ennemies, qui va faire de la guérilla beaucoup, va laisser un souvenir impérissable, on va dire, à ses ennemis. Et donc, cette armée noire va inspirer, en dehors de Makhno, les escadrons noirs de l'Empire du Nilfgaard dans Witcher. Ah, d'accord. Mais c'est des projects, et l'auteur de Witcher, c'est des Polonais. Et les Polonais vont un peu subir par moment. On va y revenir. Bref, Mathias, donc là, j'ai dit, on est en 1462. Il a un petit peu la paix, il a son armée professionnelle. C'est le seul roi d'Europe avec Louis XI à avoir une armée professionnelle. Il sent que, voilà, peut-être un petit peu, temps de se tourner vers les Turcs. Et puis deux, peut-être les autres. D'abord, on va se tourner vers les Turcs. Bon, déjà parce que Vlad, il les a un peu échauffés, là. La forêt de Pâle, ils n'ont pas apprécié, même si on n'est pas bien sûr qu'elle existait. Voilà. Oui. Donc, il commence, comme je l'ai dit, par faire enfermer Vlad. Bon. Parce qu'il a échauffé les Turcs, mais aussi parce qu'il a menacé de faire empaler des marchands saxons qui, principalement, ont pour base arrière la Hongrie, mais qui échangent. La Hongrie est quand même le plus grand producteur à l'époque de métaux précieux. D'accord. Et donc, quand on empêche l'argent, littéralement l'argent, de circuler, c'est pas bon pour l'économie. Et ça, Mathias, il trouve que c'est dommage. Voilà, l'économie, c'est important. Voilà. Donc, on ne touche pas aux marchands saxons. On enferme Vlad. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a des histoires un petit peu crades qui sortent sur Vlad. On soupçonne Mathias et les marchands saxons de les avoir un petit peu caviardés et surtout répandus
pour expliquer pourquoi Mathias a trahi Vlad. Parce que en Europe de l'Ouest, notamment, c'est un héros à l'époque, Vlad l'Empaler. D'accord. Parce que il se bat contre les Turcs, quoi. Oui, c'est ça. Il résiste encore et toujours à l'envahisseur turc. Et à son frère. Mais bon, ils sont loin, ils savent pas ce qui se passe vraiment sur place. Bon, du coup, Mathias, il en rajoute un peu, quoi. Donc, ensuite, il envoie son armée reconquérir la Bosnie, notamment. Mais comme il a bien compris que les autres royaumes européens, malgré tout ce qu'il dit sur la Sainte Croisade contre les Ottomans, tout ça, ils vont jamais venir l'aider, il s'arrête. C'est loin. C'est loin, tout ça. Et puis surtout, il y a des États tampons. Il y a les Balkans et puis la Hongrie. On voit pas pourquoi on se ferait chier. Donc Mathias, il a bien compris ce truc-là. Quand donc ils seront à Strasbourg, oui, voilà. On se posera la question, mais en attendant... Voilà. Mathias, il a bien compris ce truc-là, donc il s'arrête. Il reprend la Bosnie et il s'arrête. Et donc, début 1464, il a enfin le temps de se faire couronner, déjà, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il a récupéré la couronne, mais qu'il n'a pas eu le temps de se faire couronner. Donc, il se fait couronner sous le nom de Mathias Corvin, parce que son vrai nom, c'est Hunyadi. Mais... Oui. Alors, Corvin non plus, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a une légende qui veut qu'il y ait un corbeau, un jour, qui lui ait volé un anneau qu'il était en train de nettoyer, ou qu'il avait retiré, enfin bon, que du coup, après, il a attrapé le corbeau. Bon, il a tué le corbeau pour récupérer l'anneau, mais qu'en hommage à ce corbeau téméraire, on va dire, il aurait pris ce nom. Et une autre légende veut que pendant qu'il était en prison à Prague, sa mère a utilisé des corbeaux voyageurs pour échanger avec lui. Bref, on n'en sait rien. À la Game of Thrones. De façon un petit peu plus terre à terre, en fait, on pense que c'est surtout que sur le domaine des Hunyadi en Transylvanie, il y a un gros rocher qui s'appelle le rocher du Corbeau. Et que, voilà. Il devait bien aimer le rocher, quoi. Et puis, peut-être que juste ça tape. Oui. Il se dit... Dans les rois de France, je sais plus, je crois que c'est à un moment que Clotaire, il va avoir 8 fils, en fait. Il n'y en a que 4 qui survivent. Mais il y en a un qui s'appelle Cram. Qui veut dire corbeau en franc. En même temps, le corbeau, ça peut être pas mal comme oiseau, c'est joli. Oui. Bref, toujours est-il, Mathias est définitivement roi de Hongrie, et comme sa femme est morte en couche 3 semaines avant la cérémonie, sa femme, la bohémienne. Ouais, la fille de Georges de Podébrady, alors elle est morte en couche, pas de bol. Donc il a ni enfant ni femme, donc il a un peu du temps à perdre. Donc il va réformer son pays. Il va notamment réformer la justice, faire un code légal, civil. Bon, un code de justice, quoi. Oui. Il va réformer les impôts aussi, il va transformer le nom des impôts, histoire que les nobles soient obligés de le payer. Voilà. L'impôt, mais alors, promis, c'est la dernière fois. Je vous jure, après... Non, mais avant, vous ne payez pas l'impôt, avant, vous payez des taxes. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est différent, ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. En fait, toute son idée, là, c'est de se débarrasser de l'arbitraire un petit peu, parce que donc, la Hongrie, c'est hyper féodal. Donc, les seigneurs font un peu ce qu'ils veulent sur leur territoire, notamment pour rendre la justice et prélever l'impôt. Et lui, ça lui plaît pas, à Mathias. Mathias, c'est un humaniste, il est pour la justice, et donc... Enfin, pour sa justice. En l'occurrence, il a raison. Donc, voilà. Donc, on arrête l'arbitraire, il y a des vrais tribunaux, un peu comme avec... Bruno. Et ce qui fait que le peuple qui paye plus de taxes commence à l'apprécier pas mal, Mathias. Alors bon, il y a quelques barons en Transylvanie notamment qui apprécient pas trop le fait de devoir payer des impôts. Donc ils se révoltent. Mathias leur envoie l'armée noire, les arrête et puis les fait empaler. Parce que bon, peut bien être sympa, mais faut pas déconner non plus. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Ouais. Donc tu vois le pal finalement, un peu partout, quoi. Bref, en 1468, son ex-beau-père, Georges de Podébrady, parce que donc la fille est morte, envahit l'Autriche, parce que il a dû écouter Wagner. Bon, il envahit l'Autriche. Et Frédéric III, qui donc est Saint-Empereur, et puis dont l'Autriche est quand même censé être le foyer. Ben oui, c'est un Habsbourg, donc c'est important pour eux, l'Autriche. C'est ça. Appelle son fils adoptif à la rescousse. Alors, le fils adoptif de Frédéric III, c'est Mathias Corvin. Parce que dans le traité de paix qu'ils ont signé, il y avait comme clause que Frédéric III adoptait Mathias Corvin et que du coup, si Mathias meurt sans descendance mâle, c'est Frédéric III qui récupère la couronne de Hongrie. D'accord. À l'époque, il n'est pas encore marié, Mathias, donc il se dit, on ne sait jamais, une petite peste qui passe, un puits, un pal. un scaramax. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, quoi. Donc Scaramassax. Donc là, Mathias, il a un choix à faire.
Le père adoptif ou l'ex-beau-père? Bon, bah, il va attaquer l'ex-beau-père. Ouais, le roi de Bohême ou le Saint-Empereur. Ouais, aussi. Bon, il se trouve qu'en plus, Georges de Podébrady, c'est un hussite. C'est-à-dire que c'est un des adeptes de Jan Hus, qui est une espèce de proto-protestant, qui, au début du XVe siècle, donc en Bohême, commençait à dire que l'Église avait un petit peu trop de pouvoir, un petit peu trop de richesse, et que c'était pas bien, et que il fallait retrouver la connexion avec eux. Bon, il y a quelques sectes qui, du coup, ont dit, bon, ben, on se fout à poil, on fait n'importe quoi. Oui, c'est là aussi, ils ont commencé à avoir je sais plus comment ils s'appellent, là, nos mecs de Münster. Alors, c'est les Turlupins, Oui. le libre esprit, là. C'est un peu, de ce que j'ai cru comprendre, dérivé des Adamites, qui sont donc l'espèce de secte de hussites extrême. C'est ça, mais les mecs de Münster aussi, tu sais, qui finissent par se faire tous massacrer. Ah oui, c'est pas les jansénistes, mais c'est, enfin bref. Oui, bon, d'autres. Ces mecs-là, ils ont aussi des bases, des bases communistes, enfin des maisons communes et des villages communs en Bohême. Notamment grâce aux hussites. Donc à la base, ça commence comme ça, et puis il y a des barons de Bohême, dont Georges de Podébrady, qui dit c'est vrai ça, l'Église, vous avez beaucoup de terre, hein, vous avez raison, le peuple, révoltez-vous, puis refilez-moi la terre, parce qu'il faut quand même bien que quelqu'un la gère. Ouais, hein. c'est pas votre boulot, vous la cultivez, vous avez pas que ça à faire. Voilà, vous savez pas. Donc il est hussite, donc il est hérétique, et il vient de se faire excommunier par le pape, et donc Mathias a une bonne raison d'aller lui envoyer l'armée, quoi. Bon. Alors ça se passe pas si facilement que ça, hein, non plus. Parce que même si Mathias arrive à repousser les troupes tchèques d'Autriche, c'est un peu compliqué. Il manque de se faire arrêter pendant un siège, enfin de se faire capturer en fait, parce que il y va quand même. Hein, il va devant son armée et tout. Puis à un moment donné, ils vont espionner le camp adverse. Et puis donc il va espionner aussi. Et ils se font arrêter. Sauf que lui, il a pas les cheveux longs, il a pas le truc comme ça et tout. Et surtout, il parle couramment le tchèque. Donc il se fait passer pour un mec qui s'est perdu, un touriste. Et puis on le laisse partir. C'est cool. Il devait pas encore frapper sa monnaie à l'époque, on n'a pas reconnu son profil. Oui. Bref, c'est pas une petite promenade de santé, mais il en profite pour envahir la Moravie et la Silésie. Ce qui correspond à la Slovaquie, quoi, en gros. Ok, donc il gagne un peu. Il gagne un petit peu, voilà. Heureusement, bon alors les Tchèques, ils ne se laissent pas complètement faire non plus, mais heureusement pour Mathias, Georges de Podébrady va mourir subitement en 1471. Donc, 2 ans en pleine guerre, quoi. On sait pas trop de quoi. Bon, c'est pas Frédégonde. Alors, est-ce que c'est Assassin's Creed Frédégonde ou la peste, finalement? Mais bon, en tout cas, il meurt. Et donc, Mathias en profite pour se faire élire roi de Bohême par les barons tchèques catholiques. Sauf que, comme en Tchéquie, t'as des barons catholiques, des barons hussites et des barons c'est qui le plus favorite? C'est pas le seul prétendant. Donc on a aussi Władysław Jagiellon, qui est le fils de Casimir IV de Pologne, dont on a parlé avant, et dont on va reparler plus tard, et d'Élisabeth de Habsbourg. Donc un mec qui pèse un petit peu quand même. Il a le bon nom de famille, quoi. Voilà. Donc ce Władysław Jagiellon revendique donc lui aussi le trône, il a le soutien de Frédéric III, ce qui fait que même si Mathias est officiellement roi de Bohême, il peut pas devenir prince électeur du Saint-Empire, parce que normalement le roi de Bohême, il est prince électeur. Donc il a un petit peu mauvaise, Mathias. Alors que c'est papa adoptif. En plus, oui, donc voilà. S'ensuit, en plus, il était venu pour aider Frédéric à la base. S'ensuit donc une guerre contre le Saint-Empire, contre un peu tout le monde. Là, c'est un peu tout le monde se fait la guerre, ils savent plus très bien même pour qui, contre qui. C'est pratique d'être en noir, du coup, à ce moment-là, parce que tu sais sur qui taper et pas taper. Tous ceux qui sont pas en noir, vous leur tapez dessus. Et après moult tractations diplomatiques, on débouche sur un statu quo dont Mathias va se contenter pour le moment parce qu'il a un petit peu d'autres chats à fouetter. En effet, en 1400... Ah non, il n'y a toujours plus de femmes. Elle est morte. Oui, non, mais c'est ça, il doit partir... Alors, il est en tractation là pour se marier avec quelqu'un d'autre. On va en parler. Il est sur Tinder. Il est sur Tinder, roi. Mais surtout que c'est qu'en 1474, les Ottomans ils remettent le couvert. Ah. Puisque comme d'hab, à chaque fois qu'il y a le bordel à côté, les Ottomans ils attaquent. Et donc ils envahissent la Valachie et la Moldavie. Bon, Mathias commence par y aller en personne.
pour les bouter hors de Valachie. Mais Tinder, ça marche. En 1476, quand à nouveau les Ottomans réessayent, Mathias, il est en pleine préparation. Il a un match. Il a match. Il est en pleine préparation de son nouveau mariage. Du coup, il est occupé et il décide d'envoyer quelqu'un d'autre, en l'occurrence Vlad Tepes, qui l'a toujours, qui est toujours son prisonnier et qui est toujours chaud pour aller taper des Ottomans. Allez, on ouvre la porte et on le laisse. Et t'y vas. Donc, il file donc une armée à Vlad Tepes et à Istvan Báthory, l'ancêtre d'eux, qui tous les deux vont se faire une joie d'aller buter des Ottomans. Bon, Vlad va mourir quand même dans la bataille. Enfin, il va redevenir voïvode de Valachie pendant un mois ou deux avant de se faire buter. Mais Istvan Báthory, non, il va pas mourir. Donc, il va repousser les Turcs. Il va gagner beaucoup d'influence. Il va devenir voïvode de Transylvanie, d'ailleurs. Après. Alors, du coup, la Transylvanie va prendre un bout de la Valachie, quoi. Et donc, Mathias peut tranquillement se remarier pour la 3e fois avec Béatrice de Naples, fille du roi de Naples, hein, donc. Oui. Apparentée... C'est pas un Bonaparte encore. Non, à l'époque, le roi de Naples, c'est un enfant du roi de France. Non, c'est un enfant. Il est de la famille royale de Castille et d'Aragon. D'accord. Mais en fait, ce qui fait que la Béatrice en question, là, c'est une lointaine descendante de Saint-Louis. Ok. Mais bon. Castille et Aragon, du coup, c'est pas une Habsbourg? Non, c'est pas le moment où c'est une Habsbourg. Bah après, on va voir. On va voir que après. Donc, elle pèse un petit peu, Béatrice, et puis surtout, elle a été... On fait pas de grossophobie. Ah non, elle pèse dans le game, quoi. Alors déjà, elle pèse parce qu'elle arrive avec une dot de 100 000 pièces d'or. D'accord. Donc elle peut un petit peu, jeter des pièces d'or, quoi. Et puis, elle a été élevée en Italie, qui est en pleine Renaissance. Et donc, elle amène avec elle les mœurs et la culture de la Renaissance italienne que Mathias adopte. Alors déjà, parce qu'il la connaissait déjà un peu, hein. Et puis, il veut faire plaisir à sa femme. Et ça va donc être le premier prince en dehors de l'Italie à adopter l'architecture italienne. Les premiers palais à l'architecture Renaissance en dehors de l'Italie sont en Hongrie. Il va faire venir des artistes de la Renaissance aussi, le maître de Vinci, des gens comme ça pour peindre. Et il va rassembler la plus grande bibliothèque d'Europe à l'époque, après celle du Vatican. Pas mal. C'est un humaniste. C'est un roi philosophe. Il a lu Platon. Et il kiffe le goulash. Sûrement. En 1481, Mehmed II, le conquérant, le vainqueur de Constantinople. Et le vainqueur de Radou. Et oui, effectivement. Il meurt. Alors on ne sait pas trop comment. Possible qu'il était un peu empoisonné, mais enfin bon. Du coup... de mort naturelle, quoi. Ouais, insultant. Non, je crois qu'il a déjà fait assassiner un ou deux de ses fils. En tout cas, il meurt et ses fils, justement, commencent une guerre civile parce qu'ils ne sont pas d'accord sur qui doit commander. Ce qui fait que, au sud, Mathias, il est un peu tranquille parce que il se rend bien compte que à ce moment-là, les Ottomans, tant qu'ils se tapent dessus, entre eux, ils vont pas attaquer. Mais du coup, il se dit pas, c'est le moment d'aller les attaquer. Le reste de l'Europe, si, dit « Hey, peut-être que c'est le bon moment !» Et là, Mathias s'est dit « Ouais, c'est ça, vous me l'avez déjà fait celle-là. Et puis c'est moi qui m'y retrouve tout seul, après je me fais rattatiner. Allez-y si vous voulez. » Allez-y si vous voulez, je vous laisse passer. Moi, j'y vois une autre d'opportunité. Parce que nos amis polonais... Parce que Frédéric III, là, j'ai un peu l'impression qu'il me l'a fait à l'envers 2-3 fois, donc je vais attaquer l'Autriche moi aussi. Hein, parce que maintenant que je suis roi de Bohême, finalement. C'est la suite logique des choses. Et donc, il attaque l'Autriche. Le 1er juin 1485, il va rentrer triomphalement dans Vienne, et donc se faire couronner duc d'Autriche. Hop. Donc il est double électeur. Il est censé être double électeur. Le fait est que là, en plus, il a pris le domaine héréditaire des Habsbourg, quoi. Genre, il est allé les faire chier jusqu'au bout. Bon, sauf que Frédéric III est pas mort. Donc, parce que, bon, pour élire un empereur, il faut quand même qu'il y en ait un qui meure avant. Il est un peu en train d'essayer de se placer, hein, quand même. Il y a un moment donné, il a demandé à épouser la fille de Frédéric III, puis Frédéric III, il a dit non. Mon fils et ma fille qui se marient ensemble. Ouais, alors déjà, c'est pas cachère, et puis bon. Bon, puis il va pas s'arrêter là, hein. Il va continuer à conquérir des terres en Tchéquie, puis en Allemagne de l'Est, dans les Balkans, il va assujettir la Serbie, la Dalmatie, puisqu'il va se battre contre Venise aussi un petit peu. Oui, bon.
D'ailleurs, quand Venise va lui demander dis donc, tu veux pas nous aider contre les Ottomans là, parce qu'ils sont en train de nous attaquer, il va faire quoi Qui me parle les quoi Excusez-moi, moi je parle ne connais autrichien. pas. Je sais pas ce que vous dites. Et pour affirmer un petit peu ses positions, il va conclure des alliances avec les ennemis de Frédéric III, en l'occurrence les cantons fédérés de Suisse, qui commencent à peser un petit peu dans le bise, et puis avoir des mercenaires aussi qui sont cool. Les ducs de Saxe et de Bavière, et l'archevêque de Salzbourg, qui sont princes électeurs, mais n'aiment pas Frédéric III. Parce que, voilà. À la fin des années 80, 1480, Oui. il est donc maître de l'Europe centrale, plus ou moins. Il est à la tête du plus grand royaume chrétien d'Europe, et donc du plus puissant, Oui. dont le budget est presque égal à celui de l'Empire ottoman, quand même plus gros. Seul ombre au tableau, il n'a pas d'enfant légitime. Parce qu'il se trouve que Béatrice, elle est stérile. Ah, merde. Ouais. Bon. Il a quand même un fils, illégitime donc, Jean, qui lui a été donné par une roturière autrichienne, mais en 1473, donc au moment où il était célibataire, donc ça va, il y a match. Oui. Il n'a pas trompé, tout ça. Donc il décide de faire de Jean Corvin son successeur. Alors, assez vite, c'est-à-dire que lui, les premiers domaines et titres qu'il lui donne, le gamin, il a 7 ans, quoi. Il se retrouve comte, Ougnadi, seigneur de machin, seigneur de trucs. Il va lui filer tellement de choses que il y a un moment donné où ça va devenir l'homme le plus riche du royaume. Jean Ougnadi, cool. À 9 ans. Ouais, plus ou moins. À 15-16 ans. C'est l'homme le plus riche du royaume. Sauf qu'à partir de mars 1489, Mathias, il souffre tellement de la goutte qu'il peut plus marcher. Ouais. Donc il est obligé d'être transporté en litière partout. Comme il avait habitude de mener ses armées lui-même à la bataille, ça peut plus faire. C'est chiant pour se battre. C'est pas facile. la litière de combat. c'est pas aisé. Et un an plus tard, alors il semble qu'il ait fait une attaque cérébrale. Pas impossible qu'il ait été empoisonné. Toujours est-il, il s'effondre et meurt quelques jours plus tard. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Sa veuve Béatrice, elle est pas hyper chaude du genre là. Ouais, du bâtard qui va devenir roi là. Elle est pas hyper non. Du coup, elle va prendre parce que donc c'est toujours il faut élire un nouveau roi. Oui. Ladislas Jagiellonon, il va revenir en mode moi je suis toujours là. Je suis toujours le fils du roi de Pologne. Je suis co-roi de Bohême aussi parce que donc il faisait pas aussi partie de ceux qui voulaient devenir roi de Bohême. Donc, Béatrice va prendre le parti de Vladislas, va finir par même l'épouser. Et lui faire 3 gosses. Genre, what? Non, parce qu'elle est stérile. Genre, what? Mais t'étais stérile depuis 20 ans. Non, Vladislas, il se fait avoir. Parce qu'en fait, donc elle l'épouse pour rester reine, et les barons de Hongrie disent, ouais, c'est bien, Vladislas Jagiellon, il est bien, parce qu'il est faible. Donc, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, il y avait aussi Maximilien de Habsbourg, le fils de Frédéric III, qui a dit écoutez, moi je suis à Habsbourg, j'ai pas encore de couronne, il faut bien que j'en trouve une quelque part. Voilà, c'est ça. Je veux bien me dévouer. Jean Corvin va quand même vite comprendre qu'il est un peu tout seul dans cette histoire, donc il va accepter sa défaite. Il va quand même obtenir la couronne de Bosnie en compensation. Bon, sauf qu'il va se faire prendre tout son trésor et toutes ses terres par les barons de Hongrie qui, du coup, récupèrent leurs privilèges, démantèlent plus ou moins tout ce qu'a fait Mathias. Ce qui fait que, à peine 30 ans plus tard, Soliman le Magnifique va envahir la Hongrie. Et puis, la mettre sous le joug ottoman pendant... C'est la fin de la Grande Hongrie. Ah ouais, il y a plus de... Là, il y a plus... Enfin, la Hongrie est divisée entre donc la majeure partie qui est ottomane et la petite partie à l'ouest qui devient une terre des Habsbourg. Mais du coup, il y a des bains super à Budapest. Voilà, c'est vrai. Non, et puis du coup, après, quand les Ottomans se feront bouter hors d'Europe, d'où l'empire d'Autriche-Hongrie, des Habsbourg, quoi. À la mort de Mathias, les barons se tournent vers le peuple quand même en leur disant hey, vous avez vu, le mec qui vous écrasait de taxes, il est mort, maintenant ça va aller mieux. Hein. Le peuple va dire non, Mathias est mort, la justice est perdue. On va revenir à l'arbitraire, cool. Super. Voilà. Encore une fois, en fait, on a un exemple, comme on l'a vu en Iran, en Espagne, à d'autres endroits, d'un type qui,
est pas dans la lignée pour devenir roi, mais qui en fait prend le pouvoir parce qu'il est plus intelligent et plus ambitieux, on va dire, que les autres. Qui fait des choses pas trop mal. Bon, alors moi je suis pas particulièrement belliqueux, donc je trouve que la guerre c'est dommage, mais en tout cas il a amélioré Les conditions de vie des gens. Ouais. les conditions de vie de son peuple, et dont l'héritage est détruit par les barons, alors qu'ils s'appellent barons, magnats, oligarques ou ce que tu veux, mais qui après, par un peu égoïsme et cupidité, reprennent leurs privilèges. Et puis, comme en Espagne, hein, l'Europe chrétienne unie face aux Ottomans, encore une fois, c'est un peu une fable pour enfants attardés, on s'en doutait, mais on en a une preuve de plus. Ça nous a permis d'apprendre pas mal de trucs. Eh, J'ai mal, l'impression. j'ai pas donné beaucoup de noms, parce que alors les noms tchèques, impossible de même avoir l'idée de comment ça se prononce. Vous le regardez, j'en ai parlé sur le Discord parce que j'ai recherché un peu la vraie prononciation de Chilpéric. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la tonale basse. Je retrouverai le nom exactement, je ne l'ai plus là. Mais donc c'est une sorte de ki bizarre. Mais en tout cas, on a appris plein de trucs. Eh oui, Et on va continuer à le faire. tout à fait. En écoutant des podcasts, là on a parlé de Passion médiéviste de Fanny Cohen-Moreau, mais il y a aussi plein de podcasts du label Podcut notamment. Tout à fait. Mais il y en a beaucoup de très intéressants dans le label Podcut. Si vous voulez nous aider, nous soutenir, vous n'hésitez pas à parler de nous sur les réseaux sociaux, à nous laisser des commentaires, à nous mettre plein d'étoiles, plus que tous les rois dont on vient de parler. Et vous pouvez aussi contribuer au Patreon du label Podcut. Et puis, en attendant, nous, on va retourner apprendre des choses et on vous en parlera la prochaine fois. Ouais, à la prochaine fois.